Ah oui, ça y est, c'est commencé. Salut, ça va ? Ouais. Bonjour. Bien la nouvelle intro, hein. Alors, en fait, j'ai lu des articles et des threads qui expliquaient l'importance d'avoir une phrase d'accroche en début d'émission et j'ai décidé que c'était de la merde, donc j'arrête. Mais bon, il faut néanmoins que j'explique le concept de l'émission aux nouveaux et aux nouvelles. Alors, l'horreur du dimanche, c'est un podcast de durée variable au cours duquel nous parlons de ce que nous aimons, le cinéma d'horreur et de genre au sens large prévu par ce mot valise. Nous y regroupons en général 4 films, sous un thème plutôt prétexte, vous allez le constater ce soir. Ce laïus de prise d'antenne, comme on dirait sur France Inter, fait fonction d'intro et se veut parfois un peu rigolo. Les plus attentifs et attentifs d'entre vous noteront que je rallonge mes phrases à outrance afin de meubler, car ce soir, ma tâche n'est pas simple. Tout avait pourtant bien commencé. Le thème de ce soir, c'est la montagne et la neige. Crystal clear. On ne pouvait pas faire plus simple. J'aurais donc pu dérouler une intro en pilote automatique sur mes meilleures descentes à ski, sur la fois où nous frôlâmes la mort en luge, les nuits de digestion difficiles post-raclette, ou encore la fois où j'ai tout dégueulé mon petit-déj dans le vide-poche de l'Axantia de mon grand-père parce qu'il y avait trop de virages. Mais ça, c'était avant que 50% de nos participants, soit 2 sur 4, soit Camille et Léo, pour ne pas les nommer, ne choisissent des films où il n'était ni question de montagne et encore moins de neige. Bon. Avec la hausse du niveau de la mer, tout est relatif, en vrai. Je sais pas. Marrant quand même, car un thème secondaire se dégage dans 3/4 des films, soit 75%, le cannibalisme et l'anthropophagie. Intéressant, non ? Il y a des stats ce soir. Oui, j'ai sorti les chiffres. Donc sur un échantillon de 4 personnes, 75% des sondés associent montagne, neige et cannibalisme. Si j'étais l'Ipsos, j'en tirerais de solides conclusions. Mais parce qu'ils nous ont suffisamment fait chier pour les législatives, et donc par respect envers nos auditrices, je vais m'auto-censurer. Camille, ça va ? Bah ça va, j'ai eu un petit problème de définition, effectivement. Oui, parce que c'est toi qui avais suggéré le thème. Le thème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lélé, comment tu vas ? Ça va. Moi, je vous fais visiter un peu la nature. C'est 50% dans le thème. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai été dur avec toi. Camille, c'est plus 25%. Ouais, 12. Ouais, 12 et demi. Le Lolo, ça va ? Oui, ça va. Oui, mais... Ah non. Non, c'est pas toi, Lolo. Non, Lélé, Lolo. On m'appelle... Oui, d'accord. On t'appelle Lolo aussi ? Des fois, ouais. C'est bizarre. Oui. Ok. Non, moi, comme d'hab, je suis 100% dans le thème, donc j'ai aucun problème. Bah oui. J'ai pas à rougir. Ouais. Contrairement à certaines. Et à la technique, solide comme un roc, mais de glace face à nos moqueries. Devant ses platines, juché sur son tabouret, telles les neiges éternelles. Frais comme la brise, c'est Brice. Salut Brice, ça va ? Salut Brice. L'horreur du dimanche, épisode je ne sais plus combien, car je ne tiens plus les comptes. Après tous ces chiffres, tu tiens même pas les comptes d'épisodes. 39, voilà. Et c'est parti, c'est maintenant, et on commence avec le film que Léo a sélectionné. Lélé, quel est ce film ? Eh bien, j'ai choisi de vous parler de The Keep. What are you? Where do you come from? Where am I from? I am from you. Voilà, j'espère que vous avez eu très très peur, que ça vous a glacé le sang, cet extrait, ces notes de synthé. Ouais. The Keep, la forteresse noire. On sent le côté montagnard aussi. Hein. Oui, oui. Un chalet en Autriche. C'est le trek, tu vois, voilà quoi. Ouais, l'ultra trek même. The Keep, la forteresse noire, sorti en 1983, est un film de Michael Mann. Michael Le Mann, voilà. Ce sera comme ça toute la chronique. Ça y est. Ouais. C'est une adaptation d'une nouvelle de F. Paul Wilson qui s'appelle The Keep, qui est sorti 2 ans avant la sortie du film, en 1981. C'est un film qui aborde les thèmes comme les racines du mal, l'avidité, la déshumanisation, sur fond d'ésotérisme, d'horreur atmosphérique, avec un petit accent de folk horror quand même, à noter.
Viteuf, un petit peu. Pas exploité beaucoup. Est-ce que vous voulez un super résumé ? Ouais. Ouais, il y en a besoin parce que D'accord. le film n'est pas limpide. Eh bien, The Keep, c'est l'arrivée du mal des nazis, d'un convoi de nazis dans les Carpates roumaines. Mais c'est filmé au Pays de Galles, d'ailleurs, pas du tout en Roumanie. Oui, donc Voilà. t'es dans le thème, hein, les Carpates, on précise Oui, que c'est des voilà, montagnes. c'est pour ça. Donc déjà, 50% du thème validé. La neige, effectivement, j'ai un peu oublié, quoi. Ces soldats sont chargés, en pleine invasion de la Russie, de garder un passage dans les montagnes. Ils établissent leur camp dans une grande forteresse super cosy, située à côté d'un petit village tout mignon et tout pittoresque. Ouais, tout petit, ça Tout c'est vrai. petit. Il y a le 2 village. maisons. Ouais. Et puis les maisons font 1,20 m de hauteur, je pense. Mais il y a un hôtel quand même. Oui. Ouais, c'est bien. Alexandru, le gardien de la forteresse, et ses fils avertissent les soldats. Alexandru s'exclame « Attention, attention, une force occulte, peau très gentille, est gardée prisonnière de ces murs. Surtout, ne touchez pas aux jolies croix brillantes qui ornent les murs. » Mais le pillage et l'accumulation de trésors fait partie de l'identité des néolibéraux, des nazis. Alors, ni une ni deux, les troufions Lutz et Anton décèlent les jolies croix qui brillent pour s'en mettre plein les poches et montrer aux copains, libérant au passage l'entité prisonnière de la crypte. Enfin, libération, ça se traduit plutôt par une sorte de vent qui sort d'un trou. Ouais. Et du coup, les nazis ils tirent sur le vent, parce que après tout, pourquoi pas. C'est vrai qu'il mitraille et on sait pas bien. Ouais. Ils tirent sur le nuage qui sort ouais. du truc. Enfin bref, voilà. Je vais pas vous faire un dessin, vous imaginez très bien. Quand il nettoie un vieil appartement, c'est sympa. Ah ouais. C'est dangereux, faut pas rester à côté. Ouais. Suite à ça, il y a un boug super beau qui se réveille avec de la lumière remplie dans les yeux et il part direction la Roumanie en bateau avec un super coucher de soleil. Mais il est pas beau, hein, par contre. Hein. Oui, voilà. Quoi ? Genre, tes goûts sont bizarres. Ok, d'accord. Bon. Si, moi je l'ai trouvé beau. Oh bon, merci. Vous avez des goûts de chiottes. Ensuite, il y a un vieil historien juif, Théodore, et sa fille Eva qui sont libérés, enfin pas vraiment, mais qui sont sortis d'un camp de la mort pour enquêter sur le vieux machin venteux qui tue les soldats dans la crypte là. Alors, le vieil historien juif, c'est Ian McKellen. Et lui, il est beau. Il est très beau. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'il est très beau aussi. Voilà. Et en même temps, il y a des nazis encore plus méchants que les nazis, méchants, mais bref, il y a encore plus méchants qui arrivent pour reprendre la situation en main parce qu'il y a plein de soldats qui sont tués en fait. Et ils pensent que c'est un soulèvement d'opposants en fait. Donc voilà, ils sont là pour rétablir l'ordre. Maintenant, revenons au troisième méchant, le monticule fumesque là. On l'appellera comme ça pour l'instant. Il est peut-être pas si méchant que ça, parce que déjà il tue des nazis, et aussi parce qu'il sauve Eva, la fille de l'historien, et il fait aussi rajeunir Théodore, et répare ses jambes. Et du coup, le vieil historien devient juste l'historien dans l'histoire maintenant, on l'appellera comme ça. Le gars aux yeux qui brillent, Glaeken, c'est son petit nom. Comme je vous ai dit, il est très beau. Et je suis pas le seul à le penser non plus parce que Eva, elle a un instant crush sur lui. Ouais. Et là, bim, scène de sexe filmée avec un filtre écrevisse. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le même filtre que Julia Ducournau utilisait dans Titane. Non, c'était rose. Et oui, j'ai trouvé le moyen de faire une référence à Titane dans ma chronique. C'est super. Ouais, c'est le préquel de Titane. Mais qui fait l'amour comme ça ? Ah, je sais pas. Parce qu'il y a des moves avec les bras. Ouais, c'est un peu. Bon, c'est un peu du break. Voir, mais c'est très. Regardez. C'est très radiophonique. Ouais. Vous pouvez pas nous voir heureusement. Oui. Pendant ce temps-là, toujours pendant ce temps, le méchant, pas si méchant, fumeux, qu'on appellera désormais Molazar, c'est son nom. S'est payé un petit abonnement Basic Fit et est devenu un golem très bodybuildé. Mais en fait, il a encore 2 jours de CrossFit à faire avant d'être prêt à se montrer au monde, quoi. Le scientifique historien. Est-ce que c'est pas Thibaut InShape, le méchant ? Ouais, si tu veux, ouais. moi, je l'ai appelé Thibaut InShape quand je regardais. Ah ouais ? Ça me va, c'est très bien. Dame. Pardon. Théodore pactise avec Thibaut InShape. Et le pacte est le suivant. Il doit le libérer en éloignant un talisman déposé par Glaeken il y a de cela très longtemps. Et en échange, Molazar, le gomelard, c'est parce que c'est un golem, éliminera tous les nasillards. Mais c'est sans compter sur Glaeken, l'angelot tout beau immortel qui connaît la vraie nature de Molazar et ses intentions tout aussi mauvaises que celles des humains.
Je ne vous spoilerai pas la suite, même si j'ai déjà spoilé l'intégralité du film. T'inquiète pas, c'est vraiment... Moi, j'ai vu le film, là, j'ai l'impression que tu nous racontes une nouvelle histoire. La suite se compose d'une confrontation épique, un vrai combat de magiciens dont vous ne ressortirez pas indemne. Voilà pour le résumé. Ouais. Eh ben moi j'ai tout suivi. Moi j'ai tout suivi, c'est très bien résumé. Non mais grave, t'as Merci beaucoup. J'ai mis beaucoup de moi-même dans ce résumé. Mais le film est pas clair et c'est pas ta faute en vrai. Je sais pas, mais j'ai pas trouvé si pas clair que ça. Bah, il y a des trous dedans quoi. Oui, il y a des trous. Bah, alors on va y venir. The Keep, c'est un film qui a été charcuté. Mais à un point assez inimaginable. À la base, Michael Mann, il avait fait une version de 210 minutes, donc ça fait 3 heures, quoi. Ouais, oh bah 3 heures et demie. Bah oui, toujours plus. C'est un peu long, et au final, on se retrouve avec un film d'une heure et demie, en fait. Ouais. 1h26 pour être tout à fait mon exact. cœur aussi entre c'est pas bien d'abîmer une œuvre et en même temps, genre, mon Dieu, 3h30, hors de question. Écoute, je sais pas. Moi, en tout cas, je trouve que ça se ressent énormément dans le film, qu'il y a des bouts de scène qui manquent. Même il y a pas de montage. Il y a des moments où tu cuts d'une scène à l'autre. Même le montage son, c'est une catastrophe. Il y a un peu rien qui va. Et moi, c'est cet aspect-là, en fait, la première fois que je l'avais vu, ce côté un peu vestige, film charcuté, avec des séquences qui passent de l'une à l'autre sans réel raccord et tout. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est qu'il n'y a pas eu de support physique pendant très longtemps pour The Keep. Et en fait, c'est des fans de ce film-là qui ont renumérisé des bouts de pellicule 35 mm qu'ils ont trouvés pour faire des sortes de versions avec des étalonnages qui ne correspondent pas entre les différentes pellicules et tout. Et c'est souvent les versions que nous, on a pu voir. Il y a eu une ressortie en 2020. Mais du coup, c'est cette espèce de puzzle recomposé, moi je trouve qu'il donne une aura assez particulière quand on le voit. Il y a un côté un peu genre vieille VHS que tu trouves dans un grenier, film un peu inconnu, etc. quoi. Film un peu cursed. Et moi j'ai vu là qu'il devait y avoir, enfin ça fait un moment d'ailleurs, je crois que ça fait depuis 2019 qu'il y a un film documentaire amateur qui a été crowdfundé. Qui est en tournage sur l'histoire de la création de The Keep, quoi, sur l'enfer que ça a été. Il devait sortir en 2022 le documentaire. Mais en fait, il est plutôt prévu pour 2025, d'après mes sources Google. Voilà. Toujours maintenu. Après, le film est raté parce que processus de création très chaotique et comme on l'a dit juste avant, il a été coupé et recoupé. C'est aussi le premier et le dernier, je pense, j'ai pas vu toute la filmo de Michael Mann, mais le dernier film qui se rapproche d'un film d'horreur, d'un film fantastique. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez réussis. Le côté film atmosphérique, je trouve qu'il marche très bien. Il y a une mise en scène qui est quand même très chouette, et il y a des plans que je trouve très jolis au début. Les décors, pour moi, c'est assez une réussite aussi, cette espèce de forteresse monolithique noire, ça marche très bien. Le petit village qui est construit en opposition à la forteresse, très mignon aussi. Tout reconstitué. Ils ont tout construit dans une carrière. Abandonnée, en Écosse. Et en tout cas, voilà. Après, sur le fond, et de toute façon, c'était pas le but du film. C'est un film qui parle des origines du mal. La petite lumière qui s'efface dans les ténèbres. Je pense pas que ce soit un film qui s'attarde beaucoup sur le fond, c'est plutôt une proposition d'expérience atmosphérique et visuelle, et les effets sont assez réussis avec ça. Moi j'aime beaucoup le golem par exemple. Ouais, designé par Enki Bilal. Oui, effectivement. Ouais, moi j'aime bien le film, je trouve pas... C'est pas désagréable, c'est juste que... En fait, il est trop malade, quoi. Il fait un peu de la peine quand on le regarde. Ça se sent en fait qu'il y a des, notamment toute la partie romance entre, je sais pas comment il s'appelle, le mec à les yeux rouges, Gleiken. Et Eva, n'a aucun sens. Tu le disais dans ton résumé, parce que je pense que l'intégralité des scènes qui devaient construire ça ont été coupées. Du coup, ça tombe comme un cheveu sur la soupe et on comprend pas très très bien. Et en fait, il y a des trucs
assez fondamentaux qu'on comprend pas, d'interactions simples entre des personnages qui font que ça donne un côté un peu bizarre au film quand on le regarde, un peu comme s'il essayait de nous raconter des trucs, enfin comme si on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il essayait de nous raconter, alors que finalement c'est pas d'une complexité extrême. Voilà. C'est pour moi, ça que même bien, en le résumant, t'en viens souvent à dire en même temps il se passe ça parce qu'il y a très peu d'ellipses ou de cheminement logique dans ce qui se passe. En fait, tu passes d'une scène à l'autre et d'un seul coup il y a un nouvel élément qui est rajouté sans introduction. Mais c'est un film de. Tu sens le côté grand formaliste de Michael Mann, quoi, qui fait un truc très très beau. Tu sens l'ambition du mec, ouais. mais ce qui s'est validé par la suite. Mais là, c'est sûr que. Ouais, mais à côté de ça, il y a quand même des trucs qui sont très très beaux. Alors c'est un peu le problème de ces films. Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec lui en général, c'est qu'il fait des trucs qui sont juste beaux souvent, mais qui sont pas très très. Pas énormément de matière derrière. J'ai pas trouvé ça beau du tout. Mais... Derrière la beauté de l'image et derrière les scènes d'action. Alors là, il y a même pas de scène d'action dans celui-là. Non. C'est juste. Il devait y en avoir. Censé être beau. Oui, parce qu'il y a le. La fin devait être différente aussi. Il devait y avoir un combat. En tout cas, un climax beaucoup plus climax que là. Il y a le directeur des effets spéciaux qui est mort avant le montage. Ouais. Enfin, avant la post-prod, donc bon. Oui, et le golem que vous aimiez tant, là, c'était pas du tout prévu qu'il existe. Et d'ailleurs, Michael Mann ne l'aime pas, n'aime pas le visuel, le rendu final de ce monstre, qui devait juste être un nuage de gaz, en fait, et Enki Bilal a dessiné cette espèce de titan, mais c'était pas du tout la base, et je crois que dans le bouquin ça ressemble pas du tout à ça non plus, et il était très déçu de cet antagoniste qui avait cette allure-là à la fin. Globalement, je pense que et de toute façon, il déteste ce film. C'est le film maudit de Michael Mann. Donc, il milite pas beaucoup pour faire revenir une quelconque director cut. J'ai trouvé ça vraiment pas bien, mais il a le mérite de... on sent qu'il a essayé de faire quelque chose et que ça s'est pas bien passé. Donc c'est pas juste un film pas bien, c'est un film qui est foiré, comme on disait. Mais qui, on sent qu'il y a des idées et des... j'aime bien la proposition. Moi, j'aime pas je trouve que c'est pas beau. Par exemple, vous disiez que c'était beau, mais moi, je trouve que esthétiquement, il y a quand même monochrome. Un truc qui se passe. Il y a des trucs. Non, mais on sent qu'il y a quelque chose qui devait se faire, qui ne s'est pas fait. Donc c'est pour ça que je suis pas complètement fermée au film et que pourquoi pas faire un remake. Mais je suis pas sûre jusque là non plus. Quoi. Non, mais un truc vraiment abouti ou avec des effets spéciaux un peu mieux, mais sinon, non, on sent c'est un peu étrange parce que Michael Mann, il est né en 1942 aux États-Unis dans une famille juive et là, il parle de la Shoah comme un gros traumatisme, comme pour plein de familles juives, je pense. Mais c'est un peu bizarre cette manière de l'aborder. Pourquoi dans cet endroit-là ? Pourquoi comme ça ? On sent qu'il manque quelque chose. Est-ce que c'est le montage ? Est-ce que c'est lui ? C'est parce que c'est son vrai premier film ? Y a un truc. Moi, je trouve que c'est une des faiblesses du film. C'est pas traité en fait. Oui. Tu vois, on sent qu'il essaye d'y aller, mais qu'il y va pas. On reste vraiment sur un fond. C'est très très en surface, quoi. Il n'y a pas grand chose à en tirer. En termes de réflexion. Mais ça a l'air de lui tenir à cœur. Oui, parce que dans la catégorie des films comme ça, un peu des contes un peu pour adultes, des films un peu oniriques comme ça qui se passent dans des contextes de guerre, il y en a un qui est, moi ça m'a fait penser tout de suite à un truc que je trouve plus réussi et qui est pas un film que j'adore au plus haut point, mais Le Labyrinthe de Pan de Del Toro traite beaucoup plus, parle beaucoup plus du contexte et justifie son existence par le fait qu'il parle de l'occupation. Donc c'est nettement plus réussi et en tout cas nettement mieux traité, plus abouti. Mais bon, c'est quelqu'un qui a probablement eu beaucoup plus le contrôle aussi de ce qu'il faisait, donc difficile de les comparer au-delà de ça. Oui, c'est pas trop... Oui, tout à fait. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses sur le film, donc je ne vais pas trop en rajouter. Moi, c'est vrai que c'est un film que j'ai trouvé long, alors qu'il n'est pas très long. Non, il fait 1h30. 1h35, j'ai vraiment eu l'impression que c'était beaucoup plus long. Ouais.
Et c'est évidemment lié à ce que tu racontais par rapport au montage. Effectivement, les interactions entre les personnages, on les comprend pas trop. Il y a, je trouve, beaucoup de personnages pour une narration qui en fait s'écrit pas beaucoup, quoi. Et il y a beaucoup de degrés, tu vois. C'est comme si tu voulais complexifier genre quelque chose qui est simple. Ouais. Genre, oui, c'est pour masquer un peu, je pense, le côté bancal du scénario et de l'écriture de base. Hein. Après, il y a des partis pris qui sont intéressants. Le parti pris de cette forteresse là. Noir, qui effectivement devient un élément de décor dans lequel on est tout le temps plongé, qui fait carton-pâte. Moi, j'aime bien. Enfin, ça fait un peu série Z et tout. Sans l'humour, parce que c'est quand même Michael Mann, et Michael Mann, il se la raconte. Michael Mann, c'est monsieur premier degré. C'est un peu, c'est moi ça qui m'a saoulé. La forteresse, mais ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, ça devient vraiment un personnage à part entière du film, et ça, c'est très facilement visible et compréhensible comment il personnifie ce lieu-là, quoi. Et la musique, c'est intéressant aussi. C'est Tangerine Dream. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais non, on l'a pas dit. C'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça, mais immonde. Mais je pense que ça m'a défoncé les oreilles. Parce que c'est méga ancré dans les années 80. C'est des nappes de synthé un peu tout le long, donc après on aime, on n'aime pas, mais oui, c'est un film éthéré, un peu bizarre, où tout est un peu lent et perdu dans le brouillard, quoi. Oui, et il y a des moments où c'est assez beau. Tu vois, et puis des moments où c'est un peu chiant. Il y a beaucoup trop de musique. Oui, il y en a trop. Il y a des moments qui manquent beaucoup de silence, d'ambiance, de trucs comme ça. C'est vraiment. Et les personnages sont roses tout le temps. Tout le temps. Et moi, j'ai pas trouvé. On n'a pas dû regarder la même. Tout le début, et je sais pas si c'est bon. Il y a effectivement la scène de sexe dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais en fait, je pense que vu que c'est des rapiessages de différentes bobines. À mon avis, il y a des plans qui, je sais pas, ont dû cramer ou rester trop longtemps, je sais pas, sur une étagère. Pour moi, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien. Ça a été documenté. L'actrice a genre un grain de poussière sur le front pendant tout le film. Ouais, mais alors elle. Très intéressant. Non, mais alors elle, la pauvre, son personnage, on peut accuser le montage et tout. Son personnage, c'est un peu problématique. Mais c'est quand même d'une. J'ai pas compris à quoi elle servait. C'est quand même d'une vacuité abyssale. Et ça, je pense que c'est un problème. Assez répandu dans la filmographie du Manos. Ouais, du Manos. du Manos. Qui est quand même pas le... Enfin, je sais pas, il écrit pas des très beaux rôles de femmes. Tu sais, en plus, ça me gêne un peu. On en parlait tout à l'heure, mais la relation père-fille évolue de manière assez chelou quand le père est rajeuni. Et, Je redis, mais quand on en parlait tout à l'heure, c'était en off. Hein, vous êtes pas fous. Ah oui, non. Les gens n'étaient pas là. On n'a pas une parce GoPro que tout le temps. Ian McKellen se prend un petit coup de jus là par la fée électricité. D'ailleurs, ce monstre est assez rigolo, mais on le voit qu'une fois, il me semble, non ? Non, c'est le même, mais il a plusieurs aspects. Il évolue, en fait. C'est au fur et à mesure qu'il prend l'énergie, là. Voilà, c'est quand même très complexe pour pas grand-chose, quoi. Faites un monstre et faites-le durer à peu près, tu vois. Ou alors, montrez-le nous qui va à Néonès, on comprend qu'il pousse un peu. Basic Fit. Basic Fit, On a un peu le sponsoring et oublie pas. Et donc, Ian McKellen rajeunit après cette petite châtaigne, on va dire. Et du coup, effectivement, la relation avec sa fille devient de plus en plus étrange parce que les bisous sur le front qu'il lui fait s'intensifie. Ouais, il la galoche presque à un moment. Ouais. Bah ouais. Enfin bon. Puis ils ont quasiment le même âge. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un ouais. Ouais, puis cette scène de sexe, elle est d'un cringe. Ah ouais. C'est vraiment. Moi, je voulais juste dire quand même les ralentis. Il faut arrêter. Oui, mais c'est les années 80. 3 secondes. Ouais, j'aime beaucoup de choses des années 80. Touche pas à mes 80. Ouais. Là, des ralentis. Il y avait des moments où j'étais en mode, mais pourquoi c'est au ralenti ? Si c'est encore pour dire du mal de Predator. Il y a un freeze frame à la fin aussi, Lola, tu vois, par exemple. Donc c'est les années 80, il y a des ralentis saccadés, des freeze frames à la fin, c'est comme ça. Les anti-woke et tout. Bon, allez. Bon, on va passer. On n'a pas tout compris, mais bon, voilà. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas Je pense que peu de gens en parlent. Le dernier conseil, c'est si vous devez le regarder, ne le regardez c'est pas. un peu étrange comme conseil, mais essayez de... en accéléré. Non, essayez de trouver la version rapiécée. C'est Grindhouse. Je sais pas trop ce que c'est, mais globalement, je crois que c'est des fans qui ont récupéré des bouts de pellicule pour faire un remaster en HD. Mais c'est quand même super crado et ça, moi je trouve que ça rajoute beaucoup d'aura au film. Donc si vous trouvez la version un peu crade là, c'est bien. Est-ce que la version crade, les Roumains parlent roumain et les Allemands parlent allemand ? Parce que moi c'est pareil, ça me pose problème. Ah bah non, tout le monde parle anglais. Dans le dernier des Mohicans, ils parlent tous anglais. Non, ça m'énerve. Mais ils ont parlé allemand au début. Ils ont dit Nine. Ils disent Raus ou un truc. Ah ouais. Ouais. Bon bref. Bon.
Non, c'est clair, c'est pas. Ouais. Le film n'est pas là. Puis c'est Gabriel Byrne qui joue le méchant nazi. Enfin, c'est bon. Ouais. Ok, bon. Mais merci parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc. Ouais. Moi, j'ai un dernier conseil. Mieux vaut regarder La Forteresse Noire que L'Auberge Rouge. Ah ouais. D'ailleurs, pour contre un remake avec Christian Clavier. Ouais, qui jouerait le méchant. Le golem. Ouais, le golem bodybuildé, ouais. Ok, bon, on passe à la suite. Je crois que ça va être à moi. Le film que j'ai sélectionné ce soir, c'est Vorace. You know, Ben Franklin once said, "Eat to live. Don't live to eat." Huh? Well, it's an easy decision, Boyd. You can either famine or feast, live or die. Bravo. Miam, miam, miam. Ravenous, Vorace en français, film américain sorti en 1999, réalisé par la Britannique Antonia Bird, malheureusement décédée en 2013, un peu plus de 60 ans. Un autre atout majeur du film, au-delà de son casting, que je vais sans plus tarder égrener, c'est sa bande originale, composée par un certain Damon Albarn, épaulé par Michael Nyman. Et en parlant de casting, on retrouve dans le film Guy Pearce, j'adore. Oui. Le Captain John Boyd. Robert Carlyle, j'adore. Ah oui, bah oui. Colonel ou Colonel Ives. David Arquette, qui a fait d'autres trucs que Scream finalement, qui joue donc le soldat Cleaves. Jeremy Davis qui joue le soldat Topher et je le signale parce qu'il est dans des bails de pédophilie un peu sombres, Jeffrey Jones qui joue le colonel Hart. Voilà, c'était simplement pour le signaler. C'était ma surprise quand je suis allé voir le cast sur Wikipédia. Adapté d'un script de Ted Griffin à qui l'on devra un peu plus tard le script de Ocean's Eleven et produit par la Fox. Le film est tourné dans la douleur, mauvaises conditions de tournage, budget insuffisant, entre la Slovaquie et le Mexique. Antonia Bird n'arrive sur le projet qu'en 3e position. Il y a 2 réalisateurs qui s'étaient déjà passé la main. Un type qui s'appelait Milcho Manchevski et un autre qui s'appelait Raya ou Raja, je ne sais pas comment on dit, Gosnell. Ils s'étaient déjà donc préalablement cassé les dents sur le projet. Et donc, qu'est-ce que c'est que Ravenous ? Eh bien, le film raconte les mésaventures du Captain Boyd, incarné par Guy Pearce, sacré héros de guerre pour des faits d'armes faisant état d'une grande lâcheté. NDLR, tu aurais fait la même chose, Thomas. Mais ayant au moins eu pour vertu d'éveiller sa conscience écologique. Et oui, après avoir feint la mort avec une grande application sur le champ de bataille, Boyd est mêlé au charnier avec tous ses potos états-uniens morts pour... Bon, pas de politique dans le podcast. Il est donc gratifié d'un putain de PTSD et d'une affectation en zone plus ou moins désertique au beau milieu de la Sierra Nevada, le Fort Spencer. Il y fera la connaissance de son nouveau patron, un gars qui est plutôt cool sur les horaires, et de ses nouveaux copains, jamais à court de weed ou de tease. Eh ben oui, on s'emmerde en hiver dans le désert. Nouvelle vie de planqué, croyons-nous, jusqu'au moment où Robert Carlyle, Colloun, et sa moustache de traître débarquent au beau milieu de la nuit.
Après avoir été sauvé de l'hypothermie, Colun leur raconte des bails un peu sombres à base de « Oui, avec des potes, on s'est perdu, on s'est réfugié dans une grotte, et comme on avait la dalle, on a quand même fini par se bouffer entre nous, mais c'est pas moi, c'est la faute à ce bâtard de Colonel Ives. » Mais il y a peut-être des survivants et notre joyeuse bande de semards se met en route vers ladite caverne sans tenir compte des avertissements de George à propos du mythe du Wendigo, cette créature chimérique qui se nourrit d'êtres humains pour devenir plus forte. Bon, là, ça part en vrille. Colun lèche la plaie fraîche du pasteur, puis finit par se révéler être le vrai méchant de l'histoire. Et je vous laisse là pour le résumer. Mais spoiler alert, ça se termine très mal. Le film est plutôt en avance sur son temps. Et aborde les thèmes wokistes qu'on nous a reproché d'aborder. À bon entendeur, si vous voulez parler de Predator en trincelle, je vous invite à créer votre propre podcast. Ah mince, le marché est saturé, et moi qui croyais qu'on ne pouvait plus rien dire. Je vais donc y retourner. Bim. La colère. On peut se dire Le coup de gueule. on peut se dire que oui, Antonia Bird avait pré-shot ces groupes de masculins débiles qui font l'apologie du régime carnivore pour cultiver leur virilité. Jordan Peterson, pour ne citer qu'un de leurs grands champions. Parce que le steak au petit-déj, c'est un truc de vrai gars, pas comme ces islamo-gauchistes véganes LGBT qui bouffent que des graines. Oui, ça m'agace. Bon, blague à part, on pourrait se dire que Vorace se montre tout à fait pertinent en ne filmant que des interactions au sein d'un groupe constitué quasi exclusivement d'hommes et en y montrant que l'anthropophagie semble être une dynamique valable pour assurer survie et domination en absorbant la force, la chair, le muscle de son, comment le qualifier, de son N-1 peut-être. Mais moi, je pense que Vorace, c'est encore plus malin que ça. Et qu'une des clés de compréhension du film, c'est le rapport ambigu entre Boyd et Colun. Mais bien sûr. Alors là, et oui. Tristan et Isolde. Voilà, jusqu'à une scène finale qui pourrait ressembler à une étreinte post-coïtale. Ah, bien sûr. Ben oui, Boyd n'a de cesse honte de ce qu'il est, qu'il soit un lâche sur le champ de bataille ou un cannibale, et cherche en permanence la vertu, à revenir sur le droit chemin de la morale, jusqu'à finalement embrasser, au sens propre, Colun et son mode de vie de déglingo. Nos trois parias de la fin du film tentent de recréer une colloque de marginaux, mais ils sont rattrapés par le conformisme américano-puritain qui n'a jamais quitté Boyd. Et les renforts armés aussi les rattrapent. Ils s'entretuent pour ne pas avoir à subir le regard et le jugement des normies. Spoiler. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé. J'adore Vorace. C'est un film super et j'aime bien cette espèce de double niveau de lecture assez, je sais pas, Ouais. que moi je trouve assez malin quand on le regarde et hyper en avance parce que maintenant je pense que c'est des thèmes qui sont largement abordés, en tout cas beaucoup plus qu'en 99. Et voilà, donc je trouve le film assez précurseur là-dessus. Et la musique est incroyable, vous avez entendu l'extrait, et ajoute vraiment de temps en temps même d'un décalage comique. Hein, Ouais. Je pense à une scène de course-poursuite. Ah ouais, elle est trop bien. Qui est vraiment super. Ouais. Donc voilà, c'est un objet qui est assez original. Je sais pas, il n'y a pas trop de films qui lui ressemblent. C'est une espèce de danse avec les loups bizarre. Enfin, c'est vraiment un film que je tiens en très haute estime. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui, bah t'as dit Colun comme un colon, mais c'est Colquhoun. Ah ouais, bon. Ah oui, mais c'est vrai qu'il le prononce. Voilà, ouais. Je le dis parce qu'il y a un K quand même quelque part. Ah ouais, bon, Ouais. ok. Oui. J'ai revérifié, mais oui. Colgoon. Ouais, Colquhoun. Colquhoun, ouais, un cul. Ouais, un cul. Ok. Mais Oui, il y a ouais, il y a un Q. Bon, Pardon. non, c'est super bien. C'est un film cannibale en effet. Moi, je connaissais pas du tout, mais Antonia Bird, elle a pas fait grand chose. Elle est décédée, prête. hein, Elle a fait beaucoup de télé, Oui. elle a fait beaucoup de téléfilms, mais en fait, elle travaillait beaucoup avec Robert Carlyle. Je Ouais. pense qu'ils étaient assez potes, donc sur des téléfilms, et puis elle faisait beaucoup de production. Ok, en parce fait. que ça, c'est considéré comme son chef-d'œuvre, mais j'ai regardé, et en même temps, elle a pas fait Ouais, grand-chose d'autre. Bah, donc, après ça, elle a fait qu'un seul film, je crois, et après, je pense qu'elle a dû être malade et pu avoir beaucoup de. Franchement, Mais en tout cas, c'est des thèmes. Enfin, c'est le cannibalisme, c'est un thème hyper intéressant et qui est hyper bien traité dans Vorace, je trouve, parce que ça vient interroger, on en parlera dans le film d'après, qui en parle autrement, mais le rapport global, comme tu disais, de la consommation de viande, donc animale ou humaine, et il y a une interrogation aussi de la religion qui est hyper présente avec l'Eucharistie, voilà, moi je trouve que c'est hyper malin, hyper, comme tu disais, en avance.
moi j'ai adoré, ça faisait un moment que je voulais le voir et vraiment pas déçu. Effectivement, ça ressemble à... J'avais pas vu... je saurais pas le rapprocher d'un autre film. C'est presque un peu satirique en fait, du film d'horreur. Ouais. Mais c'est... Enfin, je sais pas, il y a rien qui marche pas. Il y a une scène qui m'a terrifiée où Colquhoun du coup fait des bruits juste d'aspiration et d'expiration devant la grotte là, où la musique monte et tout. Ouais. Et pour moi, j'avais rarement vu une scène aussi terrifiante depuis longtemps. Et puis après, ça part en... quasi burlesque parce qu'il y a une musique et il devient complètement fou et c'est marrant. Ouais, c'est drôle mais en même temps, il fait très très peur ce personnage. Il est incroyable. Cet acteur est vraiment. Quand il revient dans le film après, parce qu'il revient, c'est terrifiant. Franchement, c'est ouf. Il y a vraiment des scènes bien gominées, vraiment des scènes incroyables. Et Guy Pearce, Guy Pearce, Guy Pearce. Tu peux l'appeler Guy. Hein. Ouais, j'appelle Guy. Droit, mais non, mais c'est très chouette. J'avais vite fait vu cette allusion à son homosexualité refoulée, hein, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est très très malin. Mettre en parallèle cannibalisme et homoérotisme, c'était vraiment très très bien vu aussi. De toute façon, il y a quand même des gros moments de rire où c'est juste le prêtre qui justement dit he was licking me. Oui, il était en train de lécher la jambe. T'es là genre, il dit pas la jambe, he was licking me, point. Ouais. Donc là, voilà. Tout est dit. C'est parti. C'est le train final. Oui, c'est vrai qu'ils sont l'un dans l'autre. Oui, presque. Littéralement. Et mange-moi à la fin. Qui va se manger en premier Oui, c'est vrai qu'elle est géniale cette scène. Moi, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'en 1h40, du coup, t'as beaucoup de sujets très politiques abordés de manière très radicale. Et en fait, le truc moi qui m'a frappé, c'est présenter la construction, et c'est extrêmement violent et critique, des États-Unis par le cannibalisme d'hommes blancs qui s'entre-dévorent, la conquête de territoire, la guerre et le capitalisme, représentés par leur appétit et le cannibalisme. Et c'est vraiment... À la fois, c'est jamais trop, en fait, c'est présenté toujours de manière subtile avec un discours bien vénère derrière. Et c'est hyper en avance, quoi. Et du coup, c'est à la fois... c'est pas une comédie noire, western, folk horror, film de cannibale, et c'est vraiment brillant. C'est vrai qu'il y a toute cette légende du Wendigo, là, en fait, qui est vite fait abordé, mais qui est super. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup. Qui justifie le fantastique dans le film. Oui. Et j'adore quand il raconte cette anecdote, justement, et qu'il dit j'ai fini par bouffer le mec qui m'avait raconté cette histoire. Et il avait raison. C'était super. Ce qui est vachement bien aussi, je trouve, c'est qu'il y a des figures dont on n'a pas trop parlé. Il y a George et Martha, je crois. Les deux, du coup, natifs américains. Et en fait, ces deux figures qui vont toujours être un peu à côté. Et la scène finale du film, bon là ça va, on en a parlé, je peux y spoiler, en fait, c'est Martha qui se casse et qui les laisse se bouffer entre eux. Exactement. Et c'est un symbole que je trouve très fort aussi comme proposition de solution aussi, en mode laissons-les s'entre-dévorer et partons, quoi. Donc, ah oui, non mais tout à fait, je trouve qu'on comprend assez rapidement pourquoi est-ce que le film n'a pas fonctionné du tout. Déjà parce qu'il est difficile à marketer. On n'arrête pas d'osciller entre le western, l'horreur, le gag, et c'est vraiment très agréable. Mais c'est difficile à vendre. Et en plus, c'est vrai que c'est un film qui va quand même loin dans sa critique des États-Unis, de leur histoire. D'habitude, l'Ouest américain s'est présenté la conquête, la liberté, entre hommes, machin, viril, blablabla. Et là, en fait, c'est que des hommes qui ne vont pas bien du tout, chacun dans leur spécialité, et qui donnent l'impression quand même d'une dégénérescence de ce pays, quoi. Dans sa construction. Avant même qu'il soit réellement construit. Oui, exactement. Ouais. Mais en tout cas, dans même l'uniforme, tu vois, il y a un rapport à l'uniforme, parce qu'en fait, s'ils sont là, c'est parce que c'est une garnison. Qui en fait est juste un petit placard dans lequel on nous a tous collés, et j'utilise ce mot de placard je pense. Et en fait c'est que des représentants de l'état, de la force, etc., mais catastrophiques, qui n'ont rien à se dire. Le premier dîner, c'est genre le fou rire, en fait. Quelqu'un a fait quelque chose de sa journée? Non. Si, moi j'ai picolé et moi j'ai bédave.
Non, très fort. Et je voulais juste dire, donc il y a Damon Albarn qu'on connaît très bien de Gorillaz, mais l'autre copain, c'est alors je sais pas, Nyman. Ouais. On l'avait croisé dans The Cook de Tiff. Ah bon? Ah. Oui, c'est lui qui fait la musique. Ah ouais, ok. Ouais. Et je trouve qu'on retrouve pareil cette espèce de d'ambiance comique oui, et en même temps très inquiétante. Oui. Ah bah, écoute, Non, très beau film. Très beau film, très politique et très radical. Ouais. C'est une belle découverte pour les gens qui ne le connaissent pas, parce que c'est pas un film qui est extrêmement connu. Donc, franchement, foncez. Ouais, faut y aller. Il est facile à trouver. Il a été réédité, puis on peut le trouver illégalement. Bon, tout, voilà. Ça, faut pas dire. Ah, non. Faut pas. Bon, bah écoute, on peut, mais je l'ai pas regardé illégalement. Bien. Merde, ça fait encore un point de coupe. On enchaîne, vous voulez? On va passer, disons, à la version dark du film de Cannibal. Ouais. Avec premier degré, quoi. Premier degré. Avec le 100% montagne. Avec le film que Lola enfilez vos raquettes. que Lola a sélectionné. Et Lola, donc, quel est ce film? Ce film extrêmement joyeux, c'est Le Cercle des Neiges. El 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes. A bordo viajábamos 40 pasajeros y 5 tripulantes. Unos dicen que fue una tragedia. Otros hablan de un milagro. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tenés ropa y te estás congelando. Cuando no tenés comida y te estás muriendo. La respuesta está en la montaña. Donc, c'est pas drôle, Léo, ce qu'il dit. C'est parce que t'as pas compris. Ouais, moi, alors, j'ai pas eu de très bonnes notes en espagnol au cours de ma scolarité. Donc Moi, j'ai fait allemand. Donc... Pareil. J'ai pas pu resituer où c'était. C'est au début, non? C'est le tout début. Ouais. Donc, que s'est-il réellement passé? Que se passe-t-il quand on est abandonné de tous? Quand on manque de vêtements et qu'on est gelé? Quand on n'a rien à manger et qu'on est en train de mourir? Et ben, on meurt. La réponse est dans la montagne. Et oui, on meurt accessoirement. Donc, Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, qui est sorti en 2023, donc film hispano-américain que vous pouvez voir depuis un petit moment sur Netflix, et qui est toujours sur Netflix, sans vouloir faire de la pub à Netflix. Je l'ai dit 3 fois en 30 secondes. Voilà. Ouais. Maintenant, on est obligé de dire Amazon, Canal... Basic Fit. Basic Fit, Neoness. Je cite que 3 noms du casting parce qu'ils sont nombreux et qui sont inconnus au bataillon, mais quand même. Donc Enzo Vogrinki, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée, qui joue Numa, qui est le personnage principal, Mathias Recalt, qui joue Roberto, et Augustin Pardella, qui joue Fernando, aka Nando. Nando. Il y en a. J'aime bien Nando. Bah, ça s'entend. C'est très enjoué. Ouais. Il y a beaucoup d'autres acteurs et actrices, mais voilà. Il y a Roy aussi, pardon. On peut tous les faire, on peut aller sur la page Wikipédia. Tu fais moins le malin en voyant le crash d'avion dont Lola va nous parler après. C'est vrai. Oui, donc de quoi ça parle? Donc c'est l'histoire directement inspirée du crash de l'avion Fuerza Aérea Uruguaya 571 qui donc s'est passé, enfin ce crash s'est déroulé en 1972 dans la cordillère des Andes sur la partie argentine. L'avion partait d'une ville en Uruguay pour Montevideo, non? Ouais, Montevideo, tout à fait, et devait transporter les 45 passagers à Santiago au Chili. Les passagers sont en majorité les membres d'une équipe de rugby nommée Old Christian Club, donc des gros cathos, on en reparlera après, avec une partie de leur famille et leurs amis. Une vingtaine de minutes avant l'atterrissage, l'avion galère à survoler donc ces montagnes réputées quasiment maudites. Il y a une tempête et l'avion entre en collision avec un pic montagneux.
Donc, gros crash. Les survivants, au départ 33, vont devoir tenter de survivre dans l'environnement très hostile qu'est cette chaîne de montagnes. Vous le savez déjà car cette histoire est très connue pour ça, mais ils vont devoir manger les cadavres des victimes pour survivre. Et ils resteront bloqués dans cet endroit pendant plus de 2 mois. Donc de début octobre à mi-décembre. En gros. Du 13 octobre, très exactement. Ouais. Oh la vache. Madame 20 ans avant, c'est 20 ans avant ma naissance. Ah ouais. Oh, On est narcissique, on ne l'est pas. Tu réfères Bref, reviens au survivant. 20 ans seulement, t'es sûr? Non, 5. Donc le réalisateur Juan Antonio Bayona, moi je le connaissais surtout pour son film L'Orphelinat, qui est un très bon film, je trouve. Le reste, j'ai pas vu. Il a fait The Impossible. Ah bah ouais, The Impossible. C'est celui qui se rapproche le plus de. Ouais, ce qui paraît très bien. De la Sociedad del Nieve. Oui. De la Nieve. Oui, de la Nieve. Ouais. Voilà, donc moi je connais que L'Orphelinat, donc je peux difficilement parler de sa filmo. Mais en tout cas, L'Orphelinat, je vous le conseille. The Impossible, je ne l'ai pas vu. Voilà. Moi, je voulais voir ce film depuis un moment parce que ça parlait beaucoup et que cette histoire est connue et qu'il y avait déjà eu un film là-dessus qui avait été assez mal reçu. Je ne l'ai pas vu parce que... C'est une merde. Bon, voilà. Les mots sont dits. C'est avec Ethan Hawke, je crois. Hein. Mais c'est un enfer. Ça s'appelle Les Survivants, je crois. Ouais. Donc oui, quand Camille a donné le thème qu'elle a hyper bien respecté, vous le verrez par la suite, moi je me suis dit let's go, des gens qui meurent atrocement dans la cordillère des Andes, parfait. Je passe donc encore une fois très vite sur le casting parce que c'est que des actrices quasi inconnues du grand écran, et tant mieux parce que ça fait plaisir de voir des nouvelles personnes et surtout ils sont tous super. Tu utilises des termes inclusifs, mais il n'y a que des mecs, quasiment. Non, il y a quelques femmes. Ouais, enfin bon. Liliana. Ouais. Ah oui. Et la sœur de Nando qui meurt assez rapidement, mais... Elles ont 4 lignes de dialogue. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Donc, grosse claque pour moi, dans le sens où ça a remué plein de choses quant à ma propre place dans l'humanité. Moi, ça a eu un impact très philosophique, ce film. Vous allez voir par la suite. C'est, comme je le disais, une histoire qui a marqué le monde parce que, premièrement, 14 personnes ont survécu, ce qui était assez incroyable dans ces conditions, ce qui l'est toujours. Et deuxièmement, parce que les survivants ont dû se livrer à des actes d'anthropophagie. On est donc ici sur la transgression d'un tabou fondamental. 16 s'en sortent. Donc, 16. Ah bon 16, ok. Ouais, 14 là-bas, plus les 2 qui arrivent. Ah oui, plus les 2 qui sont allés dans sauver. Les 2, il y avait Nando. Nando, évidemment. 16 survivants. Il est content. Je l'aime bien, c'est mon perso préf. Donc oui, la transgression du tabou fondamental, dont on pourrait penser que toute l'horreur du film réside là-dedans. Mais que nenni, pas de gros blockbuster, à part peut-être la scène du crash. Mais le sensationnalisme / voyeurisme auquel moi je m'attendais viendra pas. Le film parle d'une société, donc le titre original, Thomas l'a donné, c'est La Sociedad de la Nieve, donc la société de la neige, qui vit certes l'horreur absolue, mais c'est cette société qui reste le cœur du film et non le cannibalisme. Donc alors que l'ordre moral est bouleversé lorsque le premier corps est consommé, les survivants vont tenter jusqu'au bout de garder leur humanité, de ne pas sombrer dans cette espèce d'animalité pure qui souvent dans ce genre de drame arrive. Alors on le redira après, mais moi je trouve qu'ils n'hésitent pas tant que ça. Ils n'hésitent pas, j'ai pas oui, dit qu'ils oui, hésitaient. Et assez réaliste, l'animalité arrive assez peu. Elle n'arrive pas. En vrai, et oui, mais même, on a souvent tendance à penser que... Ah oui, tout à fait. Et en fait, non. Tout à fait, ça n'arrive pas. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que le tabou de la consommation de viande humaine va être très vite dépassé. Là, parce que sinon, les survivants meurent, les morts seront morts pour rien et les vivants seront bientôt morts. Mais voilà, il y a tout ça qui est fait aussi dans le respect des pratiques religieuses de chacun. Je le disais, donc les Uruguayens sont extrêmement catholiques, comme beaucoup en Amérique latine. Et en plus, dans les scènes d'ouverture, on les voit à l'église, on les voit prier. Donc voilà, il y a tout ça qui est quand même vachement mis en avant pour montrer que c'est important dans l'histoire.
Et voilà. Et en fait, ils vont réussir, que ce soit l'histoire réelle telle qu'elle a été racontée par les témoignages ou le film, ils vont réussir à mettre en adéquation la religion et cet acte de cannibalisme, voilà, en lui donnant quelque part du sens, parce que je pense que tu peux pas faire autrement dans ces conditions. Enfin, tu peux pas ne pas te buter autrement. Voilà, donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'apparente à un éveil presque spirituel et philosophique, je le disais, dans cette histoire. Il y a une force qui va venir transcender et qui permet de continuer à vivre lorsque absolument tout pousse à abandonner. Et c'est vrai que dans ce genre de récit horrible, qu'il soit fictif ou pas, nous, on est plutôt habitués à la guerre du chacun pour soi, alors qu'ici, il y a une rupture qui se fait avec cette accoutumance. Vraiment, ça n'arrive pas. À aucun moment, les survivants, qui en plus sont des sportifs de genre masculin, à aucun moment ils deviennent violents ou agressifs entre eux, alors qu'ils vivent l'horreur ultime. Et voilà, il y a des scènes de grande tendresse physique et psychique entre eux que je trouve très bien, enfin très réussi. Voilà, le film est vraiment, j'ai vérifié, mais il est très très fidèle à l'histoire. Encore une fois, grâce, je le disais, mais il y a eu beaucoup de témoignages des survivants dans la première décennie qui a suivi le crash. Et donc, le réalisateur s'est beaucoup appuyé de ça. Enfin là-dessus, pardon, je ne sais plus parler. Et voilà. Enfin pour moi, c'est un film qui en fait enseigne beaucoup de leçons, qui très vite l'histoire du cannibalisme telle qu'on la connaît en Occident, là elle est surpassée et on nous parle plutôt de l'entraide, de l'amour, de l'amitié et surtout la force du groupe, donc de cette société où en fait manger les corps des victimes est au même niveau au même niveau vital que de se blottir les uns contre les autres parce que sinon on va mourir de froid. Donc c'est pas un film de cannibale comme celui dont on a parlé précédemment, mais plutôt voilà un survival qui va questionner sur un des plus gros tabous de l'humanité. Et pour moi c'est très réussi. Voilà. T'aimerais bien The Impossible, ça te plairait, tu devrais le regarder. Je regarderai. Mais ouais, j'attrape le bâton de la parole. Il y a un truc que tu as dit et qui est assez vrai, moi qui m'a un peu même dérangé. Ce qui m'a dérangé, premier degré, c'est le crash d'avion, c'est ma phobie. J'y pense tout le temps. Il est pas lent. Voilà, je me suis tapé le truc crise d'angoisse instantanée. Je me suis dit, ça va être long. Bon, c'était long, mais parce que j'ai une boule au ventre pendant tout le film. Bref, envie de vomir et tout. Enfin, pas bien, quoi. Vraiment. C'est quand même. Enfin, ils se crachent, quoi. Ils peuvent pas se recracher. Ouais, mais alors attends, moi. C'est arrivé une fois, quoi. Ouais, mais après, ils ont froid, ils crient parce que tu vois, ils souffrent et tout. C'est trop dur. Et alors, moi, il y avait un truc, parce que j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur la peur de l'avion, et j'en suis venu à me dire, si ça se crache, tu meurs, tu vois, ça explose, t'es mort. En fait, ça explose pas, cette merde. En fait, vraiment, ils sont broyés la race à la fin. C'est infernal. La scène de crash, elle est dégueulasse. Elle est bien. Les os qui se brisent et tout, les mecs qui se font empaler et tout. C'était à l'époque, tu sais, c'est pas les mêmes carlingues maintenant. Quand même. Ouais, mais bon, franchement. Maintenant, il y a une sécurité, tu exploses comme ça. Ouais, franchement, je préfère qu'on explose. Bon, à choisir. Parce que franchement, j'ai basé mon travail psychologique autour du fait de prendre l'avion là-dessus. Et là, si tu veux, on m'a montré que non, ça explosait pas, quoi, précisément. Donc, ça m'a foutu le seum. Mais au-delà de ça, le truc qui m'a un peu dérangé dans le film, au début, pendant toute une partie du truc, et puis en fait après j'ai compris, c'est que je me suis dit merde, il n'y a pas de personnage, je sais plus qui c'est, machin, truc. Ouais, il y a Numa et Nando. Et lui, il est vraiment, tu le reconnais, quoi. Lui, c'était ma bouée de sauvetage. Mais parce qu'il est tout le temps content, lui. Lui, il fait du sport et tout. Alors qu'il a failli crever. Au départ, il est sa sœur, elle est morte et tout, mais non, lui, il s'entraîne après tout. Le mec est déter, quoi. Mais non, après, et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que c'est pas un film de personnage, en fait. C'est un film il n'y a pas de personnage. Le personnage, c'est le groupe, en fait. Oui. Et c'est le groupe et puis contre la montagne, quoi, contre l'environnement. Et donc là-dessus, ça remplit assez bien le contrat. Et là où c'est cool, c'est qu'il n'y a pas de surintrigue ajoutée, de conflit entre les membres du groupe, parce que
je pense que ça serait tombé un peu à la flotte dans la mesure où chaque personnage est difficilement caractérisé, quoi, ou pas très bien. Tu les confonds un peu tous. Et voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment une volonté justement de ne pas rentrer dans la caractérisation des 16 survivants et d'être un peu elliptique comme ça, de brosser quelques traits de caractère, mais de rester vraiment assez flou. Et finalement, c'est pas tellement ça effectivement qui est important, mais d'ailleurs c'est ce qui fait que les scènes d'échange entre eux, tout ça tombe un peu de temps en temps, sont un peu longues et ça tombe un peu. Moi, ça m'a pas attrapé émotionnellement à cause de ça. Ce qui m'a attrapé un peu émotionnellement, et c'est là que le film est friqué, c'est la transformation physique des personnages, notamment du personnage de Numa, qui est un type plutôt assez fit, quoi, assez baraque et tout, et qui à la fin meurt en ayant atteint un niveau de maigreur qui fait flipper. Et c'est assez bien, je sais pas comment ça a été fait, je sais pas si c'est des vrais régimes, tout ça, je pense pas, parce que c'est quand même assez inhumain si jamais. Parce qu'ils avaient perdu en moyenne 30 kilos chacun. Donc. Mais c'est très très bien fait, et d'ailleurs j'ai lu sur la Wikipédia qu'il était mort, le Numa, je sais plus comment il s'appelle, il est mort en pesant 25 kilos. Donc il avait vraiment beaucoup maigri. Et donc je trouve que cet engagement physique des acteurs, ou en tout cas de la post-production, je ne sais pas comment ça a été fait, mais je trouve que ça c'est un truc qui marche assez bien. Et pourtant c'est pas mon kiff absolu dans les films. J'aime pas Joaquin Phoenix qui fait le zinzin dans Joker, ça m'énerve là. Mais j'aime pas les acteurs qui rentrent dans le truc et tout, le méthode acting et tout. Et Christian Bale dans le Maquiniste. Ouais, j'aime pas trop ce délire moi. Mais j'aime bien le film. Pas sûr que ce soit ça le film. Si, le Werner Herzog. Non, dans le Werner Herzog c'est Christian Bale. Ouais, c'est Christian Bale. Qui perd 40 kilos. Quoi. Ouais, mais dans The Machinist aussi. Dans The Machinist, il l'a fait, mais le yo-yo. Ouais. Mais dans le Herzog, c'est bien parce que dans le Herzog, il y a la nature et tout. Enfin, tu vois, il y a d'autres trucs, quoi. C'est pas méthode acting le film, quoi. Oui. C'est Rescue Down. Voilà. Mais d'ailleurs, je voulais en parler dans un épisode. Bon, bref. Foreshadowing, voilà. On y retourne. Mais non, j'aime beaucoup l'engagement physique qui est montré parce que on n'est pas dans la démonstration totale et tout, mais ça rend le truc hyper plausible, quoi. Voilà, moi ça m'a vraiment plu. Après il y a des trucs que je trouve peut-être un peu too much, l'énumération constante des victimes à l'écran. Ça c'est très Netflix. Ouais, je me questionne là-dessus, est-ce qu'on avait besoin de ça? Voilà, et le parti pris narratif un peu bizarre de raconter l'histoire par un carnet de voyage qui n'existe pas vraiment, d'un personnage qui est mort et qui est la dernière victime. Spoil. Ah ouais, pardon. Oh bah attends, c'est écrit sur Wikipédia, merde. Non mais en vrai, je suis d'accord avec toi sur le côté spoil. De toute façon, ouais, tu peux pas vraiment te faire spoiler le film. Ouais, c'est marrant ce truc du body count affiché et de la narration. Moi, c'est un peu des trucs que je vais reprocher, et ça, c'est un problème personnel. Moi, j'ai énormément de mal avec tout ce qui est true crime. Qui est écrit en fait, parce que tout ce qui est écrit, je déteste, quoi. Non, mais avec tout ce qui est true crime et adaptation de faits réels, moi j'ai du mal avec ça et j'arrive pas à me détacher d'un côté un peu voyeur de mise en scène d'une histoire affreuse, et ça m'a pas trop dérangé dans celui-là pour le coup, je trouve, parce que le côté survival est très bien fait, et c'est très intéressant aussi sur l'organisation sociale du coup de ce groupe de personnes, quoi, pour survivre. Il y a plusieurs trucs et du coup je pense que c'est vrai en plus, mais le fait qu'il parle de la carne tout le temps et pas de cadavres, mais en fait c'est la viande. Le fait qu'il y en ait 2 ou 3 qui se dévouent pour la santé mentale du groupe, qui s'occupent de découper les cadavres pour pas que les autres aient à voir ce qu'ils mangent. Il y a plein de trucs que je trouve, comme tu disais, qui te font poser des questions et te faire remettre en perspective des choses et tout, quoi. Ah, moi, zéro question. Hein. Si je me crache et qu'il faut manger des gens, je les mange. Hein. Ouais, moi, ce que je me suis dit, c'est moi, je meurs la première nuit. Il fait moins 20. Moi, je te bouffe la nuit 2. Et tu vois, voilà, mais même du coup, ce truc-là de dire je t'autorise à manger mon corps et tout, ça, c'est très intelligent. Ouais. Après, voilà, je trouve, moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça quand même assez sensationnaliste, et c'est ce qui me dérange dans ce genre de production de true crime qui s'inspire de faits réels. Moi, j'ai du mal, du coup, à rentrer dedans, en sachant que c'est une vraie histoire
Mais je trouve qu'il a cassé ce sensationnalisme, moi vraiment. Pas tant que ça, moi je trouve en fait. Après, c'est l'histoire qui est sensationnelle en vrai. Oui, c'est sûr. C'est pas lui. Et puis moi, je trouve qu'il a vraiment bien raconté les rapports entre ces jeunes hommes. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment... Je vous invite à écouter le Affaire sensible sur cette affaire. C'est comme ça que j'en avais entendu parler d'abord. Ouais. Et c'est vrai que du coup, le film, il est quand même très réussi. Je trouve qu'il est quand même très déprimant. Moi personnellement, c'est sûr. Alors je pense que c'est au niveau de la photo aussi qu'il se passe un truc très bizarre, c'est qu'en fait, c'est tourné en décor, en vrai décor, et donc il y a cette réverbération de la neige là, qui crée des blancs ultra blancs et des noirs très profonds, qui fait qu'en fait tout est toujours un peu bidimensionnel. Et moi, ça m'a déprimé. Genre, ça manquait de ciel bleu. Je pense qu'il fait exprès de pas trop filmer le ciel, d'ailleurs. Ouais. Enfin, on est vraiment tout le temps dans la neige, dans la carlingue. Mais les passages où il y a la tempête, où juste le ciel est gris. C'est ce qu'on vit en plus en ce moment. Donc moi, tu vois, toi, Camille, là, c'est l'enfer. Le cercle des neiges, là, c'est Paris actuellement. C'est tous les jours dehors. Hein. En plus, connaissant mon aversion pour la neige, vraiment, pour moi, c'est l'enfer. Ça t'a fait très peur, du coup. Oui, mais moi, surtout, je me disais, genre, qu'est-ce que... Enfin, je l'ai vu avec ma sœur et mon père, d'ailleurs. Et moi, j'étais partisane d'avaler ma langue. C'était vraiment ma seule chose. Ouais, je suis d'accord que tu envisages des trucs un peu bressons quand tu... Bon, moi, je fais quoi C'est ça, je dis Berne. Ouais. Enfin, tu sais, moi, je me disais, genre, c'est quoi l'idée de marcher, là, comme un con, quand ils arrivent en haut? Ah, c'est beau. Bah oui, c'est beau, la Cordillère des Andes, mais bon, c'est très beau. Quand tu viens vite fait, quoi. Quand tu regardes sur Internet. On embrasse... comment ça s'appelle? Ah non, c'est pas du tout là. Oh mon Dieu, j'allais faire une grosse blague nulle. En tout cas, gros respect à Inoxtag d'avoir... C'était ça. Chacun son Kaizen, voilà. Sauf que c'est pas la même chaîne de montagne. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça montre mon niveau. Moi, je ne suis pas fait pour la montagne. Moi, j'allais dire, c'est sympa quand tu le fais avec un ou deux Sherpas, quoi. Mais non, mais vraiment, genre, là, là où je trouve ça très réussi, c'est sur ce qu'évoque la montagne pour moi, c'est-à-dire un endroit vraiment très hostile, mais sublimissime, mais d'une hostilité folle, et où en fait. Dès que tu fais un pas, c'est effacé par la neige qui vient de tomber. Dès que tu parles, c'est étouffé évidemment par l'immensité du vide là, et où il y a vraiment un côté. Alors là, c'est Kant et le sublime de Kant. C'est sublime, mais ça fait très peur. Enfin, en soi quoi. Et là, c'est poussé à l'extrême parce qu'évidemment, c'est la pire des situations dans le pire des cas. Et c'est vrai que tu as envie de te dire ils ont été très très forts. Enfin. Ces hommes-là, incroyable. Enfin, capacité à ne pas s'engueuler, à rester, conscients les uns des autres et tout, qui a permis en fait de survivre. Enfin tout, parce que c'est quand même un fait où c'est une des catastrophes aériennes où il y a eu le plus de survivants. Je veux dire dans ce genre de milieu après 2 mois et quelques. Enfin, c'est lunaire comme truc. Et c'est vraiment grâce à leur cohésion. Et après 2 gars qui se motivent pour aller marcher 10 jours. C'est eux qui les ont sauvés. Bien sûr. Tu te rends compte s'ils n'étaient pas motivés? Oui. Mais moi, je te dis direct, je l'aurais pas fait. Oui, mais c'est aussi parce que chacun a sa place. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que les autres aussi, c'est pas de les retenir. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un truc d'équilibre qui se fait. Ils sont pas poussés par les autres pour y aller. Enfin, il y a vraiment une... C'est ce point-là du film, moi que je trouve aussi très réussi, mais en même temps c'est l'histoire, c'est que ça casse aussi ce récit de l'homme est un loup pour l'homme et en situation de critique, il y a des conflits, on s'entretue, etc. En fait non, la plupart du temps tu te serres les coudes parce que tout seul on est vraiment très nul, surtout dans un milieu aussi inhospitalier. Et je trouve que c'est un bon rappel de ça en fait et du faux imaginaire qu'on peut se créer. Mais je pense pas que ce soit la plupart du temps qu'on réagisse comme ça, moi. Enfin, honnêtement, je pense que leur histoire est très singulière parce que déjà c'était une équipe et que entre eux il y avait quelque chose. Et d'ailleurs ils en parlent. Ils étaient chacun un membre de l'équipe, mais un membre presque physique, genre chacun un bras, une jambe d'un même corps. Et tu vois, il y a un truc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui les a aidés dans leur, leur psyché. Tu vois, il y a vraiment un truc. Mais après, je suis pas sûre que tout le monde aurait réagi comme ça. Dans le podcast, il parle par exemple de la perte du capitaine qui intervient genre au bout du 15e jour, j'en sais rien. Ouais. Et ils disent que tous les témoignages des survivants montrent à quel point ça a été vraiment un énorme coup dur pour eux
de perdre un peu la tête, tu vois, de proue. Ce qui veut quand même dire que les sportifs sont d'énormes teubés. Non mais pardon. Ah bah non mais attends. Nous on aurait l'air malin avec nos références de films d'horreur. Foutu pour vous. Moi je vous dis, là pour le coup je ne suis d'aucune utilité. Mais je suis d'accord avec toi Camille, la montagne, moi je trouve ça très très beau. Et il y a un truc, j'ai pensé la même chose que toi. Moi dès que j'y vais, je suis très angoissée. Et moi les gens qui me disent j'adorerais vivre à la montagne, pour moi c'est un truc, c'est un cauchemar. Enfin, moi vivre au milieu de la montagne, même dans un truc très très beau, c'est pas possible. Enfin, c'est trop hostile, c'est trop... Et qu'il y ait de la neige ou pas d'ailleurs, c'est... Voilà, il y a un truc où tu disparais, quoi. Enfin, tu disparais, t'es englouti complètement. Et d'ailleurs, ils parlent de la Cordillère des Andes quand ils sont dans l'avion. Il y a une légende qui raconte que la montagne t'aspire. Et c'est ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment une sensation comme ça dès que je vais à la montagne. Enfin, il y a un truc... le moment où il grimpe pour essayer de retrouver la queue de l'avion qui est plus haut dans le sommet et il se rend compte qu'en fait, on ne voit rien. Parce que, comme tu disais, la neige est éclatante avec le soleil et tout. Et il se rend compte que même s'il y a des équipes de recherche, ils entendent, ils voient des avions, des hélicoptères, impossible de les voir en fait. Genre 100 mètres plus haut, tu vois plus rien. Tu les vois pas. Ouais, dur. Bah, félicitations aux survivants. Ouais, force à eux les gars. Franchement, les frérots là. N'oubliez pas votre écharpe. Et nous, on ne condamne pas vos actes. Oui, parce qu'ils se sont fait. Oui, ils se sont quand même fait. Ils se sont tapés, je sais pas, la honte de l'église. Mais le pape les a félicités quand même. Ouais, quand même. Bon. Tu vois, bon. Donc tout va bien. Écoute, tout le monde déjà, tu survis à ça pendant 2 mois et demi, je pense que. Plus rien de tête. Ouais, voilà. Enfin, moi, franchement, j'aimerais bien voir un autre film sur la suite. Parce que moi, je me disais, mais comment tu reviens à une vie normale? Enfin, c'est vraiment comme les gueules cassées, tu vois, de la Première Guerre mondiale. Il y a un truc un peu comme ça dans les dernières scènes à l'hôpital. D'ailleurs, dernières scènes qui sont, pour le coup, un peu longuettes, avec la musique un peu qui sont pas nécessaires. Un peu à la Terrence Malick, là, pour le coup. Je tire à non, mais ça ressemble. Il y a une scène qui est très belle, quand même, dans l'hôpital à la fin. C'est une scène où ils sont tous ensemble. Et il y a tu sens une... Ça fait un peu Cercle des poètes disparus. Ouais. C'est la pochette. C'est ce que je me suis dit, J'ai pareil. Même bref. Moi, je préfère la scène où ils se frottent le dos dans la douche. Je me suis dit, oui, c'est vrai, les chouchous. Avec la crasse qui... Ils sont... Mais là, ils mettent une eau à 10 degrés, là, parce que sinon, ils se brûlent, en fait. Je sais pas. Putain, qu'est-ce que j'ai... Trop de questions. Ça soulève des questions, vous voyez, là. Trop d'angoisse, ce truc. Mais non, pour la question de « toi, tu l'aurais fait et tout », moi, direct, je vois pas où est le problème, quoi. De manger un cadavre pour survivre, franchement, bon, voilà. Bon, après, peut-être que c'est un truc bizarre, mais moi, c'est dites-nous en commentaire aussi, est-ce que vous auriez mangé ou pas? Est-ce qu'on doit encore partir en vacances avec Thomas Taguer un ou une amie que vous auriez mangé dans ce cas-là, et puis voilà. Et pourtant, je mange pas de viande. Mais c'est ce que j'aime bien, c'est que justement, Lola le disait, le film ne condamne pas ce truc-là et le montre pas comme un truc. C'est assez vite expédié, quoi. Oui, oui, c'est pas l'horreur du film. Voilà. Et puis bon, on n'a pas même de scène graphique. C'est toujours des petits carrés de trucs un peu incolores. Bon. C'est bien présenté. On dirait des petits lardons. Voilà, bien présenté, bien assaisonné, ça passe. À mon avis. Allez. Ouais. Alors, par contre, celui qui a mangé la jambe malade de Nouma, là, bon, lui, il a dû avoir. Oui, mais ma question est, je me demandais de la viande crue comme ça, qui a été bien conservée dans la neige, c'est ok ou pas? Parce que tu me dis, tu dois tomber malade. Il y a une maladie si tu manges le prion là, avec les prions. Si tu manges de la viande humaine, non, je crois. Enfin, je sais plus. Bah non, ça c'est le prion, c'est la vache folle. Ah ouais. Il y a pas ça. Le mec a rien compris. Ouais, je sais pas. Tu dois pouvoir attraper une bonne gastro, je pense, mais le prion peut-être pas. Mais vu qu'il a la septicémie, est-ce que toi tu peux choper une maladie en le bouffant? Bah non, parce que je pense que c'est neutralisé par le froid quand même. Okay. Mais ça va pas être bon, dégueulasse à mon avis. Mais heureusement que ça s'est passé dans la neige et pas le désert. C'est ce que je me suis dit. Parce que le désert, là, il n'y a pas de film. Ah bah non, ça dure 10 minutes. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle, Thomas, c'est une bonne personne avec qui avoir dans le crash, tu vois, parce qu'il est médecin quand même. Donc, mais j'ai une sciatique là, donc tu vois. Ah oui. Moi, bonne personne. Et puis il nous bouffe tous, donc. Oui, c'est vrai, bon, d'accord. Moi, je crève, il est en mode mangeons ma sœur. Pas de problème. Alors que j'ai pas donné mon consentement. Je bouffe pas les pieds parce que ça pue. Mais bon, sinon voilà. Bon, c'est une bonne conclusion, ça, je pense. C'est un beau film à voir en famille, du coup. Voilà. On passe à la suite. Le film de haute montagne. Oui. Le film le plus dans le thème de la sélection. Sur le Kilimandjaro. Ouais, mais c'est un film où on se bouffe. Voilà, c'est le film que Camille a sélectionné.
quel est ce film? Léo? Ah, d'accord. Ah merde. Refais The Keep. Allez, bon, vous les équipes. Et Camille, quel est ce film? Je vais vous parler de Hurlement. A number of young women were killed in the next month, their bodies exhibiting signs of animal attack. What's that? Warlocks, werewolves, and demons. Please, you're gonna purchase. Not leave him alone. You get him greasy. We'll find out if any of Eddie's killings were on a full moon. Hey, that's a lot of Hollywood baloney. Your classic werewolf can change shape anytime it wants, day or night, whenever it takes a notion to. That's why I call them shapeshifters. I got a dozen books on it. What about killing it with silver bullets? Oh, sure. Silver bullets are fire. It's the only way to get rid of the damn things. They're worse than cockroaches. They come back from the dead if you don't kill them right. Plus, they regenerate. You know what that is? Cut off an arm, cut off a leg, stick a knife in their heart. Nothing. They may look dead, but bam, 3 days later, they're as good as new. You believe in this? What am I, an idiot? I'm making a buck here. You want books? I got books. I got chicken blood. I got dog embryos. I got black candles. I got wolf bane. Look at this. Silver bullets. Some joker ordered them. 3006. Never picked them up. I take Bank America, American Express, Visa. You gonna buy that or what? Yeah, these two. Well, there's some incredible old pictures in this book. That's a good book. Voilà. Un long extrait avec le monsieur du CDI. Donc, t'as mis la scène BU, ouais, c'est ça. qui guide nos petits journalistes, sur la trace des loups-garous. Et le dernier livre qu'ils ouvrent en disant « Ah oui, c'est un très bon livre », c'est juste une image du petit chaperon rouge. Donc voilà. Oh, les Golemons. La culture aux États-Unis. Les Américains, c'est chaud. Le niveau d'éducation, on pourrait en parler pendant c'est chaud. Hein. Very good book. Mais je pense que c'est pas anodin parce que c'est Joe Dante, donc il s'amuse toujours un peu à se moquer. Joe Dante, oui, on arrête de faire les... Joe Dante. Mais je pense qu'il est... Nando. Je sais pas, ouais. D'origine italienne Non, bref. Je ne sais pas. Joe Dante, très bien. Ça débunkera dans les coms. Ouais. Moi, j'ai pas... Pardon. Quoi? Ça débunkera dans les coms. Waouh. J'avoue, je sais même pas ce que ça veut dire. Je me déteste. Débunker. Bah, débunker, c'est... Oui, c'est quand tu casses un bug. Bah, j'ai 150 ans, donc... Est-ce que je peux y aller? Oui, vas-y. Parce que Joe Dante, il faut. il en a des choses à dire. Donc, The Howling, Hurlement au pluriel, c'est un film de 81 qui est donc signé Joe Dante, qui est très connu pour Piranha et puis les Gremlins. On adore les Gremlins. Ouais, un des films préférés encore. Oui. Au casting, je vais parler de 4 personnages parce que ça me permettra d'ensuite enchaîner avec le résumé. On a Dee Wallace qui joue Karen White, Christopher Stone qui joue son mari Bill. Ouais, j'adore. Alors lui, vraiment, il est sorti tout droit d'un livre de SVT, quoi. Ouais. C'est incroyable. Le daddy américain. Le daddy américain, le livre de SVT qu'on avait au collège. Bill. Ensuite, il y a Belinda Balaski qui joue Terry et Denise Dugan qui joue Christopher. Vous ne connaissez pas leur nom, c'est pas grave. Et je veux dire, c'est plutôt normal parce qu'en fait, c'est vraiment des actrices qui ne sont pas très connues et qui sortent beaucoup de séries B, Z. Voilà. Ok. Mais avant ce film. Franchement, ils sont cool. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça bien. Ils sont bien. Ouais. Ils n'ont pas à rougir. Ils sont crédibles. Non, je suis d'accord, ils sont pas à rougir. Alors, de quoi parle le film? Le film parle de Karen White, qui est donc présentatrice TV, qu'on rencontre, qui va être notre petite héroïne blonde. Et elle sert d'appât pour attirer un serial killer avec la collaboration de la police locale. Très efficace, la police, d'ailleurs. Évidemment, ne bosse pas bien. Hein, sinon, c'est pas drôle. On ne capte pas. Il n'y a plus de son. À cause des néons. Ah oui, c'est... J'ai jamais entendu cette excuse. Moi non plus. Je sais pas pour les autres techos, mais dites-nous dans les coms. Donc évidemment, ça se passe mal. Et la voilà donc agressée par le serial killer qui se fait flinguer. Elle se retrouve aussi touchée par une amnésie et surtout par un stress post-traumatique sévère. À côté de Karen White, il y a 2 de ses collègues qui, eux, se jettent sur la trace du serial killer, Eddie, pour expliquer un peu qui c'était, parce que c'était un mec qui tuait des femmes. Et ils se rendent compte que Eddie, il aimait particulièrement 2 choses, le dessin et les figures poilues. Pourquoi pas? Parce que c'est quand même que ça. Hein. Oui, c'est vrai.
C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Les médias ne parlent pendant ce temps-là que d'une seule chose, pas des meurtres de jeunes femmes, mais surtout de la culture de la violence, qui, selon eux, inonde tout le pays des États-Unis. Oui. Et en fait, il y a un grand débat sur la question de la pulsion. Est-ce que la société est un espace dans lequel la pulsion doit pouvoir s'exprimer, ou est-ce qu'au contraire, pour vivre en bonne société, il faut réfréner cette pulsion ? Je vous résume, parce que ça dure un peu longtemps, peut-être. Ouais, non, mais... Je vous l'accorde dans le film. Tu vois, j'avais pas compris. Et donc, donc Karen, elle se retrouve stressée par cette situation, hein, parce qu'elle l'a vécu de près. Et donc, elle va voir un psychologue qui va l'aider à aller mieux et qui lui prescrit un petit séjour dans la colonie. C'est là où mes rêves se sont effondrés. Parce que j'ai cru qu'en fait, moi, je vous explique comment je travaille la plupart du temps. Quand j'ai pas une idée de film pile poil pour le podcast, je me dis, je vais chercher un film qui corresponde à peu près au thème. Donc j'ai tapé Horror Movies Mountain. Et au bout de la 70e page, on m'a sorti The Howling. Je me dis, c'est marrant, c'est cool, ça change. J'aime bien Joe Dante. Allons-y. Il n'y a pas de montagne du tout dans le film. La forêt de Brocéliande. Parce que la colonie se passe en Bretagne. Ça se passe à Noirmoutier. Il y a des collines. C'est ça. Bon. Voilà, il y a de la forêt à la limite, il y a du vallon, il y a de la mer, mais il n'y a pas de montagne. Bon, vous m'excuserez, il n'y a pas de neige non plus, mais bon. Voilà, c'est le paysage, quoi. Mais par contre, il y a de la viande, donc ça, c'est assez rigolo. Ouais, c'est marrant. Ouais, qu'il y a un thème qui soit dégagé en plus, ouais, c'est ça, même que dans le merdier de cette reco, il y a un truc qui fonctionne. Et donc, elle va dans la colonie, où elle rencontre plein de gens qui sont assez rigolos, notamment Marsha, qui est vraiment la dark féminine. Ah oui. Qui est traitée de nympho par les autres femmes. Il y a alors Earl, lui c'est vraiment le vieux qui est complètement fou et qui veut se foutre au feu, et Jerry que j'ai noté comme étant le mari de je ne sais plus qui, mais qui est surtout le sosie d'Emmanuel Macron. Oui, de ouf. Merci. Oui. Et dans la Sociedad des Neve, là, il y a aussi un. Ah oui, je l'avais noté. Sosie. Il y en a un qui ressemble beaucoup à Macron. Ouais. Celui qui s'est projeté derrière avec la queue du Gaston. Et dans Vorace, il y a Julien Doré. Ouais, bon. Donc ça sera peut-être la montagne à peu près, ou les sosies à peu près, on sait pas trop. Julien Doré, je l'ai pas. Mais... C'est Robert Carlyle. C'est Boyd. Ah, Boyd. Ah Boyd, oui, c'est Guy Julien Pearce, Doré. ok. Bah non, mais je préfère Guy Pearce 100 fois, quoi. Enfin, il vient nous casser un Guy Pearce, on a dit. Guy. Donc voilà, bon. donc on va dans la colonie machin. Pendant ce temps-là, il y a donc Terry et Christopher qui, eux, poursuivent leur enquête journalistique, comme vous l'avez entendu dans l'extrait, et qui découvrent qu'en fait, potentiellement, c'est des loups-garous qui seraient c'est pas vrai. Des meurtres de femmes. Eh ben si. Et donc voilà, bon, je vous passe les détails parce que c'est un peu long. Et dans la colonie, c'est n'importe quoi parce qu'en fait c'est Bill. Parce que Karen, en fait, c'est très étrange. C'est une héroïne qui n'a pas vraiment de rôle. Oui. Il lui arrive rien. C'est juste à ses amis qu'il arrive des choses. Ouais. Et donc Bill, son mari, doudou de son manche là, se fait sauter dessus à la fois par Marsha, mais aussi par un loup-garou. Ouais. Et il devient d'abord le loup-garou, puis après... devient mal alpha. Et devient mal alpha. Bah ouais. Alors que c'était un gentil mari végétarien juste avant. Quoi. Et donc, bye bye la doudoune sans manche, bye bye le véganisme. Il devient mal alpha avec ses dents longues, etc. Et ses chemises de bûcheron. Je m'arrête là pour ce résumé. Ah ouais. Parce qu'après, non, il faut dire plus. Bah non, mais après, je laisse place au mystère. Je peux juste dire qu'il y a une très très belle scène de sexe encore. Ah oui. Ah oui, avec Marsha. Moi j'aime mieux cette scène-là que la scène de oui, en vrai, moi aussi. La forteresse noire. Non, mais la forteresse noire, c'est une catastrophe, la scène de ce. On voit qu'ils sont séparés quand même par 30 bons centimètres. Voilà. Et puis il y a des espèces d'animations. Et sa tenue en cuir là. Ah, j'adore. Moi j'aime bien moi j'adore les scènes où la meuf elle arrive et elle tombe le truc au peignoir d'un coup là comme ça genre. C'est vraiment. J'adore ça. Ça c'est vraiment le truc. Elle est dans la boue là. Qui n'existe pas ailleurs qu'au cinéma américain. Dans le Center Parks Normandie. Ça fait un peu Center Parks. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire un truc, c'est que donc Hurlement, c'est un film qui est en fait à la base c'est une commande parce que c'est d'après un roman de Gary Brandner. Qui a été, dont les droits ont été rachetés par Stephen Lane, qui était exploitant de cinéma, et qui était persuadé qu'on pouvait
faire un vrai film de cette histoire de loup-garou, sachant que c'était vraiment pas la période où les loups-garous avaient la cote spécialement. Ça reste un mythe un peu désuet. Et en fait, on confie à Joe Dante ce projet-là parce que lui, il sort de Piranha, qui était produit par Roger Corman. Et donc, ça avait été un succès certain. Et à la sortie de Piranha, Joe Dante accepte Hurlement parce que à l'époque, on ne lui proposait vraiment que de l'horreur aquatique. Ah oui. Et donc, il en avait ras-le-bol et il s'est dit autant partir chez les loups-garous. Et moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il en fait un vrai film de loups-garous qui, s'inscrit dans toute une lignée de films. Il y a beaucoup de citations, même dans les noms des personnages. Par exemple, Terry Fisher, en fait, c'est le nom d'un réal qui a fait La Nuit du loup-garou. George Wagner, pareil, c'est un personnage, c'est Le Loup-garou, un film de 45 qui a vraiment inspiré toute l'histoire des loups-garous au cinéma. Fred Francis, c'est Legend of the Werewolf, c'est aussi le réalisateur. Et Earl Kenton, celui qui voulait se foutre au feu, là, le personnage, c'est le réalisateur de La Maison de Frankenstein. On peut aussi noter qu'il y a des figurants célèbres, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début du film, quand Karen, elle est dans la cabine téléphonique et qu'elle s'en va pour appâter le tueur, en fait, il y a un homme qui rentre et lui, c'est Roger Corman. Et en fait, voilà, il joue avec des citations comme ça. Et il y a 2 films pour lui qui inspirent sa vision du loup-garou. C'est à la fois Le Loup-garou de 1945, donc, et aussi Les 3 petits cochons de Disney, qui met dans son film où il y a vraiment l'extrait. Oui, on les voit. Ouais. Avec le grand méchant loup qui débarque, etc. Et c'est vrai que les loups-garous, ressemblent vraiment à des Tex Avery, quoi. Enfin, oui. Ça devait être normalement le gars, alors qu'il s'appelle, je ne sais plus comment. Ah oui. Prick. Bon, je ne sais pas, j'ai mal écrit. Rick Baker. Ah oui, c'est ça, Rick Baker. Ah oui, Rick Baker. Ouais, Rick Baker, qui normalement fait La Guerre des Étoiles et tout ça, au niveau des effets, de FX, qui en fait est trop occupé par la préparation du Loup-garou de Londres, de Landis. C'est ce que j'allais te demander, parce que moi j'ai pas réussi à comprendre, c'est sorti en même temps en fait. Quasiment, ouais. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et donc c'est son assistant qui va faire les effets visuels de ça ressemble Hurlement. Enfin, c'est assez proche. Hein. Ouais. Et donc ça explique effectivement la filiation entre tout ça. Autre chose à dire aussi, c'est que le film a quand même hyper bien marché parce qu'il y a eu 1 million de budget qui était pour le film et 18 millions de recettes. Donc plutôt une belle réussite. D'où les suites après. D'où les suites qui en est jusqu'à Hurlement 6. Plus Full Moon Renaissance, sorti directement en DVD en 2011. Et Twilight aussi, après. Je pense qu'on peut peut-être les mettre ensemble. Bon, après, les loups-garous, là, ils n'ont pas le poil soyeux comme... Non, ils sont bien crado. Ils sont un peu crado. Ouais. Moi, j'aime bien... Enfin, j'aime bien les scènes... Bon, il y a le latex porn, là, qui est cool. Mais je trouve c'est vraiment sympa. J'aime bien... Mais c'est marrant parce que c'est très, très proche... c'est peut-être un peu plus clownesque un peu plus Tex Averyesque que le Loup-garou de Londres, mais je pense que Joe Dante c'est un peu un fan hardcore de Landis, de Landis et puis surtout et puis aussi du cinéma d'animation quoi. Je pense qu'il aime bien Tex Avery, je pense qu'il aime bien le cartoon quoi. Et ça se sent. Moi j'aime bien. J'adore le film. Enfin c'est vraiment je sais pas, mais il y a dans ces films-là, un peu comme dans les films de Sam Raimi de l'époque et tout, ce que j'aime bien, c'est la simplicité déconcertante du film et en même temps enfin je sais pas, c'est un plaisir simple, mais c'est très très bien fait. C'est fait pas cheap, c'est pas nul. Enfin c'est pas un film qui est risible. Ça pourrait paraître le pitch, ça fait vraiment série Z, pas possible. Et en fait le film est vraiment cool quoi. Enfin voilà c'est assez simple. Il y a peut-être une petite longueur au début avant qu'on voit le premier loup-garou et tout, mais après, je sais pas, moi je me suis quand même laissé porter par l'histoire. J'aime bien le personnage, je sais plus comment il s'appelle, l'autre gars, qui va piquer les balles en argent et la scène d'action. Christopher. Je trouve que la scène d'action finale, elle marche assez bien. Voilà. Et puis pour les gens qui aiment bien ça, moi je vous recommande de regarder. Le premier film de Neil Marshall. Je vous recommande de regarder Dog Soldier, qui est quand même, je pense, un énorme hommage à Hurlement. Donc voilà. Enfin, il y a les mêmes FX, mais 20 ans après.
Donc non, moi j'ai vraiment adoré. Et j'adore le deuxième niveau de lecture qui est un peu qui est assez évident, qui est un peu gros sabot, mais franchement en 81 c'est cool, tu vois, sur ce dont tu parlais, sur le côté message envers les hommes probablement, mais de la question de réfréner ses pulsions et de ça y est, j'ai un trou. Ouais. Tu couperas, mais la question des hommes entre hommes qui peuvent se manifester de manière extrêmement toxique les uns envers les autres. Et je sais pas, je trouve que c'est un sujet qui est abordé même texto à la fin, parce qu'à la fin, elle fait une déclaration à la télé. Oui. Je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais où elle dit en gros, calmos, on vit tous avec nos pulsions, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de faire n'importe quoi, et enfin je sais pas, laisser libre cours à cette violence, tout ça, et donc c'est dit par la protagoniste principale, et donc je trouve que c'est pareil, c'est assez en avance finalement sur. Mais c'est un peu le deuxième sous-thème, les hommes entre hommes quand même. Le loup-garou c'est un peu ça, le mythe du loup-garou c'est un peu ça quand même, tu vois, c'est un peu. Oui, mais c'est rigolo que ça rejoigne, tu vois, les cannibales, enfin il y a vraiment quelque chose. Après moi je suis un peu moins d'accord sur le côté j'ai aimé le film. Moi mais je suis pas fan de ce genre de cinéma. Je trouve que la scène de la métamorphose est hyper bien faite, hyper drôle, hyper longue. Mais en fait, je trouve que c'est un peu tout le film qui est comme ça. Ouais. Et c'est un peu long. Tu vois, tu disais que c'était pas risible, mais moi ce que je trouve plutôt cool, le côté cool du film, c'est que je trouve qu'il est risible justement, mais du coup c'est intéressant d'avoir plusieurs avis, mais qui se prend pas au sérieux. Oui, voilà, mais moi c'est ça qui m'a fait tenir jusqu'au bout, c'est que je me suis marrée en fait, et marrant, et que mais marrant ça veut pas dire risible, dans ma bouche. Mais moi j'ai pas, c'est-à-dire que je me moquais pas du film, tu vois. Non, moi non plus, mais si, peut-être un peu sur certaines. mais bon, voilà, peut-être un peu long. Après, moi, c'est pas trop mon style, mais je trouve que quand même le film est réussi. Franchement, les effets sont vraiment, vraiment bien faits. Et après, moi, les personnages, j'ai pas accroché. On s'attache pas vraiment, comme tu disais, l'héroïne qui est pas une héroïne. C'est un peu étrange, voilà. Après, moi, c'est pas un truc qui me dérange normalement, mais bon, je cherchais des trucs auxquels me raccrocher, et il y avait pas. J'ai pas trop compris l'histoire. Il m'a fallu du temps, tu vois, pour capter cette espèce de colonie où elle est envoyée par le psychiatre. Moi, je me suis demandé pendant une demi-heure, qu'est-ce qu'elle fout là-bas ? Pourquoi il l'a envoyée là-bas ? C'est quoi ce délire ? Je comprenais pas le but du psychiatre, tu vois. Enfin. C'est un peu fort de café, si vous voulez mon avis. mais bon, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose de plus à comprendre et qu'il faut juste le prendre comme il est, c'est-à-dire beaucoup de scènes. De commande en plus. Oui. Moi, ma lecture du truc, c'est que le psychiatre, c'est un peu un mec qui veut, tu vois, donc il est loup-garou aussi. Et en fait, lui, son truc... mais lui, il essaye de... Si tu veux, j'ai cru comprendre qu'il essayait de s'intégrer un peu plus dans la société. Oui. Et donc, moi, j'ai lu le truc en me disant, il fait venir une meuf dans le truc, tu vois, pour essayer d'apporter peut-être un petit peu de mixité dans son groupe de loups-garous, tu vois, et donc il veut avoir le plus de... En fait, lui, son truc, c'est que il faut qu'il s'intègre à la société, qu'il mange des vaches, qu'ils arrêtent de tuer tout le monde et tout ça. Et puis lui, en fait, il se suicide, ce gars-là, parce qu'il se rend bien compte que les gens auxquels il a donné naissance, je sais pas si c'est lui le grand chef, mais en tout cas, les autres loups-garous sont pas de cet avis-là, et c'est un peu des gros bourrins. Et voilà, moi, je l'ai lu un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai cru comprendre que c'était un coup monté de sa part pour faire venir cette meuf pour la changer en loup-garou. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a un passage, je sais pas si c'est lui qui parle, mais où les deux journalistes, il y a un extrait sonore où c'est la cassette des journalistes où il y a une dame qui dit est-ce que vous pouvez me parler de la lycanthropie ? Et il y a un médecin, donc est-ce que c'est ce psychiatre qui répond ? Je sais pas, parce que encore une fois, j'ai pas hyper bien compris le film, mais qui lui dit mais comment vous connaissez ce terme ? Elle lui dit je l'ai vu dans telle émission de télé, parce que Joe Dante adore parler de la télé, des médias aussi, ça c'est hyper important. Et il lui dit, il se marre et il lui dit oui, en gros les loups-garous c'est une maladie mentale, il lui dit c'est des gens qui aiment se mettre à quatre pattes et manger d'autres gens.
Et c'est hyper intéressant de. Moi, je sais pas, on n'avait jamais parlé du loup-garou comme ça directement, en mode c'est une maladie en fait. C'est tous les influenceurs viandards, régime carnivore d'internet. En fait, non, mais ça, j'ai trouvé ça assez chouette comme passage qui est très court, mais c'est assez important, je pense, dans le film. En vrai, moi, comme d'hab, j'ai beaucoup aimé le début du film. Après la partie loup-garou, j'avoue que un peu moins. Mais comme l'épisode de série qu'on avait vu de John Hunt où il parle du vote et il met en scène aussi énormément les médias et la panique morale. Et là, il refait un peu pareil au début avec ce truc de pulsion, etc. Je trouve que c'est assez top, ouais. Et après, moi, le film m'a fait tenir un peu comme toi, Lola, parce que j'ai quand même beaucoup rigolé. Et il y a vraiment une scène qui m'a fait vraiment énormément rigoler. C'est la première scène de chasse à la bête dans la forêt, avec une musique genre de Looney Tunes, quoi. oui, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans Troll 2, je vous l'ai dit. Non, mais c'est hyper drôle, le gars qui tire son lapin et après il se balade comme un con avec son lapin dans la main, là. J'adore. Et ça fait un peu parcours de... y a pas de next safe en gros, tu vois, parce qu'au début ce gars t'es en mode en vrai il est cool et tout, et en fait très vite il se met à buter un lapin, il est en mode cool, en fait je vais aller chez la meuf là, elle va me le cuisiner et tout, et en fait il vrille assez vite et c'est lui la première victime, quoi. Il vrille extrême droite, viandard, machin. Voilà, mais ça arrive très très vite. Mais moi je l'ai vraiment lu comme ça, le film. Oui. Mais c'est marrant parce que je pense pas que. C'est peut-être nous qui mettons aussi après quelque chose dessus, tu vois. Qui alimentons le truc avec ce qu'on voit sur YouTube ou sur TikTok. Mais mais en tout cas, moi, j'ai vraiment vu un truc comme ça. Je me suis dit, c'est ouf qu'un film de 81, ça parle d'un truc qui est réel, quoi, aujourd'hui. Après, ce serait pas particulièrement étonnant de Dante qui a un petit sous-texte comme ça non plus. Tu vois, c'est pas. Moi ça m'a bien fait. Et la transformation qui dure diplôme, ça pareil. Ça, il y a un montage mais incroyable. Ah ouais. Avec le nez qui s'allonge pendant 30 secondes. Et puis des plans de la meuf qui là pour le coup c'est un peu dur. C'est un peu loup-garou du campus, mais moi j'aime bien. Mais moi ça m'a plu cette scène. Vraiment, j'ai beaucoup ri. Après c'est fait exprès parce que c'est vrai que la plupart de ces films c'est assez grotesque en fait. Souvent les situations qui sont présentées. Donc je pense que c'est assumé ce côté-là, quoi. Voilà. Et le personnage de Terry, moi je l'aime bien, c'est la journaliste là. J'aime vachement bien, j'ai adoré ce perso. En vrai c'est elle l'héroïne qui parle en tout cas. C'est un peu elle qui fait les vrais trucs en fait, tu vois. Mais les relations entre les personnages sont assez chouettes, D'ailleurs on comprend pas très bien parce que... Moi j'aime bien cette idée de deux couples miroirs qui en fait... où les secondaires prennent la place des principaux. Parce qu'ils sont trop teubés les deux autres. Avec sa doudoune sans manche. Bill. Il me fume, Bill. Bill avec sa belle moustache blonde. Mais vraiment cet acteur il a vraiment la tête de l'américain. C'est incroyable. Karen, c'est une teubée aussi. C'est vrai. C'est pas finaux. Mais ils dorment la fenêtre ouverte et ils ont peur des hurlements. Donc t'es là, genre, à un moment donné, il faut fermer la fenêtre. Je suis d'accord. Moi, la première réflexion, c'était les moustiques, quoi. Ah bah oui. Putain. Le pragmatisme, voilà. Fait homme. Surtout qu'on n'est pas à la montagne, donc là. Oui, bon. C'est vrai. Non, moi j'ai bien. J'ai hâte que Camille nous donne un prochain thème. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, quoi. En échec, je suis désolée. Moi, je veux bien. Comme si c'était la première fois. Moi, je veux bien voir toutes les suites de Hurlement. J'aime bien. Ouais, moi aussi, je pense que j'ai regardé. Mais de toute façon, j'ai tout en même temps là. J'ai pris le package. T'as pris le package. Enfin, j'ai les 3. J'en ai 3. Ouais. Bah écoute, si t'arrives à aller jusqu'à la fin du 3, tu me diras. Oui, je vous dirai. Tu nous conseilles? Ouais. Pour un débrief. Et ben c'est bon, c'est fini. Non je crois bien. On va pouvoir redescendre de la montagne. On va pouvoir retourner. On va pouvoir retourner manger des steaks. Allez, c'est parti. Une côte de bœuf. Miam miam. Des knackis. Non, c'est pas ça. Non. Ouais. Quoi? Non, mais je sais pas, j'essaie de donner des. Moi, je mange pas de trucs comme ça. Mais des knackis, il y en a des végétales aussi. Ouais, ils font maintenant. C'est vrai. Ça a le même goût parce que c'est aussi transformé. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pas. Si t'aimes la viande, tu manges pas des knackis normalement. On termine sur ce qu'on a fait dimanche dernier. Qui commence? Je commence? Vous voulez que je commence? Bah vas-y, si t'as... Non, vous avez? Non, bon, ok, j'y vais. Eh ben, alors, moi, je vous conseille d'écouter la discographie de Kirsty MacColl, donc une artiste
je ne sais plus de quelle nationalité, je crois qu'elle est britannique, qui a sorti des albums entre la fin des années 80 et 2000, je crois, son dernier album, et qui a eu une carrière assez contrariée. Elle a fait des trucs super qui ont influencé beaucoup de gens, beaucoup de groupes récents. Et en fait, elle est morte assez jeune, d'un truc hyper tragique. Elle faisait de la plongée à Cuba et elle s'est fait rentrer dedans par un bateau qui respectait pas les règles de circulation, je sais pas quoi. Et elle est morte en protégeant son gosse, en le poussant pour éviter qu'il meure. Donc il a survécu et elle est morte. Ouais, c'est terrible. Donc elle a eu elle a eu une fin tragique, mais elle a une discographie qui est super. J'en parle parce qu'il y a un de ses albums, le deuxième album qu'elle avait enregistré, qui n'est jamais sorti parce que jugé pas assez commercial par son label, par sa prod, qui est sorti récemment. Donc qu'on peut aller écouter, qui est maintenant sur toutes les plateformes d'écoute. Et je trouve que c'est une démarche qui est assez intéressante de ressortir un vieil album qui a une quarantaine d'années en 2024. Donc voilà, je vous conseille d'écouter Kirsty MacColl si vous ne la connaissez pas. Et puis je vous dirais aussi d'aller voir, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait dimanche dernier, d'aller voir Miséricorde de Guy Roddy, parce que c'est trop bien. Voilà, une meilleure surprise au cinéma. Okay. Lola. Bah, comme d'hab, t'as triché parce que t'as dit 2 trucs. Ouais. C'est incroyable. C'est une tradition. Non, mais le mec, il peut pas s'empêcher, quoi. Moi, reco ciné, un peu mieux que ma dernière reco. C'était trop bien la Thaïlande. Avec Léo, on est allé voir sous les conseils de Camille. On est allé voir en avant-première le film Animal d'Emma Benestan. Donc je ne vous dis rien sur ce film parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort fin novembre, donc peut-être que quand vous écouterez l'épisode, il sortira dans une semaine. Mais c'était une grosse claque et c'était trop bien de voir encore du cinéma de genre français là qui émerge de plus en plus et qui est surtout de plus en plus reconnu et récompensé. On a vu ça dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Hurlequin au cinéma Harlequin qui est à Paris. C'est un ciné-club. C'est un ciné-club, ouais. Rue de Rennes. C'était très chouette, très bien animé et c'était très très intéressant d'avoir la réalisatrice qui parlait de son film. C'est je pense une réalisatrice à surveiller, à suivre parce qu'elle est capable de grandes choses, d'après ce qu'on a vu. Et comme quoi, il va falloir arrêter de dire qu'il n'y a pas de cinéma de genre en France. Quand même, et oui, ça fait quand même beaucoup. Des gens disent ça. Il y a plein de gens qui disent ça. Et là, on a 2-3 films quand même. On a des choses à vous dire, nous. Voilà. Il n'y a pas que Titane dans la vie. Il pourrait y avoir que Titane. Bon. Léo recommande d'aller voir Titane. Pour la média. Vous avez vu, je l'ai placé dans ma chronique Titane. Ouais. Fort. Vas-y Léo, puisque tu fais l'intéressant. Et bien moi je vais vous faire une petite reco d'un artiste italien et principalement de son compte Instagram. Eros Ramazzotti. C'est Gianluca Busani. Gianluca 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 Jean-Luc, tu veux dire. Et c'est pour rester dans le thème, le thème secondaire de ce soir, c'est des recettes de cuisine schizophrènes et dérangées. C'est très très drôle, c'est très bien foutu, très bien mis en scène. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir son petit univers. Oui, je pense qu'il a un problème psychiatrique. J'adore ce qu'il fait, ça. Oui, moi aussi j'aime beaucoup. Il fait des recettes de cuisine déglingo. Ouais, ou à mixer avec des sortes de flash horrifiques où il se déguise en créature bizarre. Il est malade, mais c'est très drôle. C'est très très marrant et c'est bien fait. Je vous recommande, allez voir ses vidéos, vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Et il a sorti un livre de recettes d'ailleurs, si vous voulez le commander. Oui, ça a l'air très bon à chaque fois. C'est vraiment super, ouais. Voilà, ma petite reco Insta du soir. Ah, dégueu. Ouais. Il est plutôt dérangé. Ouais. Ok, et Camille alors? Alors moi, ma reco, c'est pour les personnes qui n'ont pas Instagram. C'est pour l'ancêtre d'Instagram, c'est un livre. Un quoi? Avec du papier qui fait...
On n'en recommande pas souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Surtout moi. Non, je plaisante, je lis beaucoup. Je ne ciblais personne. Alors, je lis beaucoup, pire phrase de mec qui lit pas. Ça suffit. Pendant l'été. Je vais beaucoup à la montagne et je lis beaucoup. C'est le dernier rêve de Pedro Almodóvar. C'est chouette, c'est un ensemble de textes qu'il a écrit depuis le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi bien des textes qui seraient de l'ordre de l'essai, je pense, que des textes vraiment beaucoup plus de fiction, des nouvelles, etc. Et je trouve ça assez intéressant de voir à quel point c'est un artiste qui a une esthétique qu'on connaît dans son cinéma évidemment, mais qui là se retranscrit depuis très longtemps dans ses écrits aussi, à plein d'égards, que ce soit l'humour, que ce soit le rapport très fort à sa mère, que ce soit le rapport à la sexualité. C'est très chouette parce que c'est des écrits courts, il y en a 12 dedans. Donc voilà, le dernier rêve. Ouais, cool. Et ben... Ça vous embouche un coin. Ah bah là, tu vois, on est bouche bée. Je suis sur le cul. Je vais prendre des cours de lecture. Sur ta sciatique. Ouais, d'ailleurs, j'ai présentement une bouillotte sous la fesse gauche. C'est... Waouh, ma vie est cool. Ok, et ben, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Mettez des étoiles, des commentaires sympas, ou pas sympas parce que ça nous fait marrer. Et n'hésitez pas à mettre aussi des... J'ai dit les étoiles. Oui, t'as tout dit là. Bon, bah j'ai tout dit. À nous proposer des thèmes. Vous pouvez le faire. Il y aura des invités bientôt. Il y aura un épisode de Noël. Des surprises. Rien de, classique quoi. Que du classique. On est sur des rails. La route du succès. Voilà. Bon, allez. Derrière la cordillère des Andes. Derrière la cordillère des Andes. Okay. Des bisous. À dans 15 jours. Bisous. Ciao.